Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Orgueil et Préjugés, écrit par Jane Austen. C'est notre deuxième live sur cette œuvre. Nous lirons ce soir les chapitres 9 à 16, je crois, ou 17, je sais plus. Ah, bref, j'avais checké ça, ce sera un truc de ce style. N'hésitez pas, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, à voir dans la barre de lecture de la vidéo ou dans la description de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer les introductions, les pauses dans ma lecture et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. Voili, voilou. Vous pourrez retrouver également les épisodes précédents et les épisodes à venir dans la playlist que j'ai créée Et si on lisait Orgueil et Préjugés, tout simplement. Pour l'heure, bonsoir et bienvenue à tous ceux du chat. Bonsoir Shirka, bonsoir Lantzit, comment allez-vous? Merci Shirka de passer, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas croisés, ça me fait très plaisir et ton message me fait ultra plaisir lui aussi, puisque apparemment tu vas bientôt acquérir mon livre. Ça me régale, ça fait trop plaisir, c'est beaucoup trop gentil. Franchement, je suis touché, merci beaucoup. N'hésite pas à me faire un retour une fois que tu l'auras lu. Ça m'intrigue vachement. Et je serai très heureux de l'avoir. Sachant que ça me permet de faire une petite parenthèse. Je suis en train de travailler sur mon deuxième livre. Et mon deuxième livre, là j'ai repris depuis, je dirais, une semaine, les corrections. Enfin, j'ai commencé les corrections. Et du coup, ça avance à son rythme. C'est pas rapide, mais c'est pas lent non plus, hein. J'ai estimé qu'il me faudrait à peu près 21 jours pour faire la première passe de correction. Sauf qu'il y aura plusieurs relectures et plusieurs corrections. Mais bon, 21 jours pour l'intégralité, ça va encore, ça se tient. Donc voilà, il y a moyen que un deuxième livre arrive avant la fin de l'année. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis fixé. Il y a toujours des imprévus dans ce genre de choses, donc je vais pas le promettre. Mais c'est l'endroit que je vise. Fin d'année, nouveau livre, dont le titre sera cette fois-ci Pérégrination ou Lettres infinies. Ou Lettres infinies, c'est le sous-titre comme ça. Et du coup, Shirka, je suis fort fort content que ça ait allumé une étincelle de curiosité en toi. Et j'espère que tu ne seras pas déçu du coup. J'ai vraiment hâte d'avoir ton retour, ça me ferait vraiment plaisir. Et du coup, bon courage, Lord Sith, pour ton boulot. Euh... Ouah. Je ne vais même pas relever ta vanne. Parce que tu ne m'en voudras pas, tu le dis toi-même, elle est pourrie. Bref, du coup, je suis en train de crever de chaud. D'ailleurs, je suis tout rouge, genre visuellement ça se voit. Bref, je suis en train de mourir de chaud, mais vous avez pas idée. J'ai le ventilo qui est à fond. J'espère que ça s'entend pas dans le micro. J'espère que ça fait pas un son dégueulasse. D'ailleurs, la rediffusion du premier épisode, j'ai été assez surpris de voir que mon son n'était pas aussi clean qu'habituellement, je trouve. Alors je sais pas, il y a eu des mises à jour, vu que ça faisait longtemps que j'avais pas live. Il y a eu des mises à jour d'OBS, des mises à jour de un peu tout, en fait. Tous les drivers qui existent du monde. Donc j'espère que mon micro, la qualité de mon micro n'a pas été dégradée par toutes ces mises à jour. Il faudrait peut-être que je refasse des réglages à l'occasion. D'ailleurs, c'est une chose sur laquelle je me questionne un peu ces temps-ci. Est-ce que je passe le cap de mettre beaucoup d'argent dans un très bon micro? Je sais pas. D'un côté, je me dis que ce serait logique. D'un autre côté, je me dis, je gagne pas des milliers et des cents avec mes lives. Euh, Mon micro, jamais personne s'est plaint du son de mes lives. Donc j'imagine que ça reste quand même très correct. Et mon micro, c'était un peu la marque référence à une époque. Donc je me dis que, bon, apparemment, il est resté très convenable. Donc voilà, je sais pas si ce serait une dépense utile, mais j'y songe, j'y songe. Euh, D'ailleurs, sur l'évolution des lives, j'ai deux trois mots dont j'aimerais vous faire part. Et du coup, bon courage, Lord Sith. En ce moment, solidarité, hein. J'avoue que là, il fait une chaleur assommante à longueur de journée, c'est scandaleux. Il est 21 h, j'ai l'impression d'être à midi sous le soleil, genre fixe avec un transat sous le soleil, quoi. Euh, c'est très pénible. Et c'est d'autant plus pénible pour la lecture.
parce que ça me fait venir à manquer de souffle, ce qui n'est pas idéal, vous en conviendrez, pour faire une lecture à voix haute. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je voulais vous entretenir de deux, trois petites réflexions que je me suis fait ces temps-ci. J'en parle pas mal sur Discord déjà. Mais voilà, j'en profite pour en parler aussi un petit peu avec vous dans ces intros de live. En ce moment, je réfléchis et j'essaie de faire bouger un petit peu les barrières de mon cerveau, un peu trop rigide peut-être, et de me dire, bah en fait, on peut faire telle ou telle chose. Bref, on pourrait changer des choses aux habitudes. J'ai du mal à faire plusieurs lectures en même temps dans ma vie personnelle. Ceci dit, j'ai envie de faire des tas de lectures variées. Et je vous ai proposé plein de lectures variées. Et je me suis dit, il faut bien comprendre que je me tire une balle dans le pied quand je vous fais des lectures de bouquins de 400, 500, 600 pages et plus. Parce que ça donne pas de nouveaux points d'entrée à des gens qui découvriraient ma chaîne pendant des mois, des fois. Et aussi parce que les gens qui aiment mon contenu, on va dire, plus de manière plus régulière, on va dire, euh, eh bien, parfois, ils vont se dire, ah ouais, mais non, cette œuvre-là, j'aime pas. Et du coup, il peut y avoir 2 mois qui passent sur cette œuvre, et puis ils reviennent pas forcément. Donc, fort de toutes ces réflexions, et puis même d'autres qui s'ajoutent à cela, j'ai toujours eu ce souci de me dire, bon, j'aimerais bien faire des œuvres un peu plus courtes, même pour moi, en fait, pour pas m'écœurer. Genre, vous savez que le tome 2 de Don Quichotte et l'Odyssée d'Homère tardent un petit peu à arriver. Je vous avais dit que j'en ferai la lecture après le tome 1 de Don Quichotte et après la lecture de l'Iliade. Et en fait, ça tarde à arriver parce que il me semble que la même année, en 2021, j'ai lu Crime et Châtiment, l'Iliade et Don Quichotte. Il me semble que c'était ça. 3 bouquins de 600 pages, un truc comme ça. Comment vous dire que même si j'adore ces bouquins, ça a été un peu lourd. Et du coup, j'ai une sorte de... J'allais dire de répugnance, mais c'est pas ça. Je suis un peu rebooté. Rebuté plutôt. Je suis pas rebooté, je suis pas PC. Je suis rebuté à l'idée d'y retourner. Mais l'envie revient petit à petit. Donc voilà, pour ne pas me dégoûter, pour ne pas m'user, ou je sais pas comment dire, euh, eh bien, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je fasse des lectures plus courtes aussi, que je change un peu les plaisirs, que je prenne un peu l'air en voyant d'autres choses. Bref, il y a tout ça qui se mélange dans mon esprit en ce moment. Je vous ai demandé sur Discord si ça vous dérangerait qu'il y ait plusieurs lectures en même temps, simultanément. Moi, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal dans ma vie personnelle. Mais je me suis dit pour les lives, je peux peut-être tenter. D'autant que je vois la chose d'une manière très spécifique, c'est que, admettons, recueil de nouvelles. Par exemple, je vous ai proposé les contes nocturnes dans mon sondage sur Discord pour les prochaines lectures à venir. Admettons, ce recueil de nouvelles fait 10 pages, fait 10 nouvelles, pardon. Admettons que je vous lise 2 nouvelles, et puis que je vous relise 2 nouvelles dans 6 mois, et 2 nouvelles dans 1 an, et 2 nouvelles, ainsi de suite. Et que, par exemple, il y ait un troisième live de lecture toutes les semaines. Parce que, en fait, je faisais pas 3 lives de lecture pour plusieurs raisons, mais l'une des raisons, c'était que je voulais que les gens puissent reprendre le train en marche. Sous-entendu, quelqu'un n'a pas été au live de mardi, la rediffusion a le temps d'arriver sur YouTube et la personne a le temps de voir cette rediffusion s'il veut suivre le live de vendredi. Telle était ma logique. L'une des raisons pour lesquelles je faisais ça, parce qu'il y en a d'autres. Mais, du coup, je me suis dit tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas faire 3 lives de lecture? Et ce problème ne se pose plus, puisque si on fait des œuvres différentes, il n'y a pas besoin de rattraper, entre guillemets, ou quoi que ce soit. On peut suivre quand même. Auquel cas, on pourrait imaginer un planning où, par exemple, le mardi et le vendredi, je fais une lecture qui serait peut-être une grosse lecture, un gros roman sur lequel on a besoin d'avancer vite, entre guillemets. Donc, du coup, à raison de 2 lives par semaine. Et un dernier live, je sais pas quand dans la semaine, sur des nouvelles, sur de la poésie, sur des pièces de théâtre, de la philosophie. Un format un peu différent
et qui demande peut-être moins d'être hyper assidu et de suivre à fond l'histoire, quoi. Donc, quelque part, ça ferait une sorte de respiration, ça ferait une sorte de variété. En fait, j'y vois pas mal d'avantages. Euh, Donc voilà, c'est un peu les réflexions que je me suis fait aujourd'hui et même ces derniers jours. Je voulais vous en faire part. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui vous semble cool ou pas. Pour le moment, toutes les personnes à qui j'en ai parlé me font des retours en me disant ah ouais, ouais, j'aime bien l'idée. Donc, ça me semble pas déconnant. En vrai, c'est comme des live gaming avec des jeux différents à chaque stream. Exactement, Shirka. Clairement, clairement, on peut le voir sous cette analogie. Donc, ouais, franchement, ça me semble pas déconnant. Ça me semble même intéressant en fait. Parce que je me dis, bah en fait, on pourrait découvrir davantage de choses. Donc, ça serait tout bénef, quoi. Franchement, je suis très chaud à faire ça, je crois. Enfin bref, le sondage sur les prochaines lectures, c'est dans le salon club de lecture de mon Discord. Ça reste jusqu'à mardi, je pense, parce que je vous ai dit mardi que j'attendrai une semaine. Donc je laisse ça jusqu'à mardi, et mardi, je passe commande, sachant que j'utilise votre sondage à titre informationnel, indicatif. Si vraiment je vois que vous votez massivement uniquement pour les bouquins qui m'intéressent le moins, je vais pas prendre que les bouquins qui m'intéressent le moins. Donc voilà, c'est votre sondage n'est pas décisionnel, voilà. C'est pas votre sondage qui va prendre la décision formelle de ce que je vais faire. Mais par contre, j'ai à cœur vraiment de prendre votre avis, de prendre la température chez vous et de voir où je peux faire un compromis entre ce que j'ai vraiment envie de faire, ce que vous avez vraiment envie d'entendre, et puis voilà, faire le schmilblick entre tout ça. Voilou voilou. Sachant que je pense donc partir sur une commande de 4-5 livres et pourquoi pas entamer ce processus de multilecture après la lecture d'Orgueil et Préjugés. Je pense enclencher ça après avoir complètement terminé Orgueil et Préjugés, mais on verra. Peut-être que je commencerai en cours de route, je sais pas. Pourquoi j'envisageais de le faire après Orgueil et Préjugés? Tout simplement parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live de lecture. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live tout court d'ailleurs, de manière régulière. Donc je me dis peut-être essayer de reprendre la cadence, essayer de reprendre la routine. Et une fois que c'est bien, voilà, bien revenu à la normale, que j'ai bien repris le pli, à ce moment-là peut-être étoffer un petit peu la routine. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Bien, j'ai fort beaucoup parlé. Je vous propose qu'on se lance dans la lecture sans plus de cérémonie. Je vais vous lire le chapitre 9 et 10. Ensuite, nous ferons une pause. Je vous lirai le chapitre 11, 12, 13. Pause de nouveau. Et chapitre 14, 15, 16. Sachant que la dernière partie de lecture de ce soir risque d'être un petit peu longue, mais c'est la meilleure découpe que j'ai trouvée, a priori. Je vous invite à vous installer, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude, tandis que vous m'écoutez, et à passer un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous et à toutes. Je vais respecter mon livre, il n'y a pas de problème. Je suis très précautionneux de mes affaires, hein. Attention, hein. Une fois, j'ai rendu mon téléphone portable au bout de genre 4-5 ans, je sais plus. Peut-être même plus que ça. Le vendeur a pris mon portable et il était en mode mais vous l'utilisez? Donc voilà, je suis très précautionneux de mes affaires. Bref, sur ce, nous sommes partis. Changement de setup. Et je vous souhaite une bonne écoute, Shirka, bonne écoute Lord Sid, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Désolé de ne pas vous avoir resitué l'histoire, mais à vrai dire, pour le moment, il n'y a pas eu d'événement particulièrement marquant. Il y a Jane qui est malade, il y a Elizabeth qui prend soin de Jane, il y a des gens qui sont pas très sympas et qui bitchent sur Elizabeth, et puis il y a eu une petite tension entre Darcy et Elizabeth, et puis finalement Darcy il est intéressé par Elizabeth. Voilà, c'est ça. En gros. En gros, j'ai bien résumé, je pense. Bref, pas de soucis, Shirka. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Allez, à tout à l'heure. On est y part, parce que sinon je vais parler à l'infini. Chapitre 9.
Elizabeth passa la plus grande partie de la nuit auprès de Jane. Mais le matin, elle eut le plaisir de donner de meilleures nouvelles à la domestique venue de bonne heure de la part de Mr. Bingley. Puis, un peu plus tard, aux deux élégantes caméristes attachées au service de ses sœurs. En dépit de cette amélioration, elle demanda qu'on fît porter à Langbourn un billet où elle priait sa mère de venir voir Jane pour juger elle-même de son état. Le billet fut aussitôt porté, et la réponse arriva peu après le déjeuner sous la forme de Mrs. Bennet, escortée de ses deux plus jeunes filles. Mrs. Bennet, si elle avait trouvé Jane en danger, aurait été certainement bouleversée. Mais, constatant que son indisposition n'avait rien d'alarmant, elle ne désirait nullement la voir se rétablir trop vite, sa guérison devant avoir pour conséquence son départ de Netherfield. Avec cette arrière-pensée, elle refusa d'écouter Jane qui demandait à être transportée à Langbourn. Au reste, le médecin, arrivé à peu près au même moment, ne jugeait pas non plus la chose raisonnable. Quand elles eurent passé quelques instants avec Jane, Miss Bingley emmena ses visiteuses dans le petit salon, et Bingley vint exprimer à Mrs. Bennet l'espoir qu'elle n'avait pas trouvé sa fille plus souffrante qu'elle ne s'y attendait. « En vérité, si, monsieur, » répondit-elle. « Elle est même beaucoup trop malade pour qu'on puisse la transporter à la maison. Mr. Jones dit qu'il n'y faut pas penser. Nous voilà donc obligés d'abuser encore de votre hospitalité. »« La transporter chez vous ?» s'écria Bingley. « Mais la question ne se pose même pas. Ma sœur s'y refuserait absolument. »« Vous pouvez être sûre, madame, dit Miss Bingley avec une froide politesse, que Miss Bennet, tant qu'elle restera ici, recevra les soins les plus empressés. » Mrs. Bennet se confondit en remerciements. « Si vous ne vous étiez pas montré aussi bon, je ne sais ce qu'elle serait devenue, car elle est vraiment malade et souffre beaucoup, bien qu'avec une patience angélique comme à l'ordinaire. Cette enfant a le plus délicieux caractère qu'on puisse imaginer, et je dis souvent à mes autres filles qu'elles sont loin de valoir leur sœur. Cette pièce est vraiment charmante, Mr. Bingley, et quelle jolie vue sur cette allée sablée. Je ne connais pas dans tout le voisinage une propriété aussi agréable que Netherfield. Vous n'êtes pas pressé de le quitter, je pense, bien que vous n'ayez pas fait un long bail. Mes résolutions, madame, sont toujours prises rapidement, et si je décidais de quitter Netherfield, la chose serait probablement faite en un quart d'heure. Pour l'instant, je me considère comme fixé ici définitivement. Voilà qui ne me surprend pas de vous, dit Elizabeth. Et quoi? Fit-il en se tournant vers elle. Vous commencez déjà à me connaître. Oui, je commence à vous connaître parfaitement. Je voudrais voir dans ces mots un compliment, mais je crains qu'il ne soit pas très flatteur d'être pénétré aussi facilement. Pourquoi donc? Une âme profonde et compliquée n'est pas nécessairement plus estimable que la vôtre. Lizzie, s'écria sa mère, rappelez-vous où vous êtes et ne discourez pas avec la liberté qu'on vous laisse prendre à la maison. Je ne savais pas, poursuivait Bingley, que vous aimiez vous livrer à l'étude des caractères. La campagne, dit Darcy, ne doit pas vous fournir beaucoup de sujets d'étude. La société y est généralement restreinte et ne change guère. Oui, mais les gens eux-mêmes changent tellement qu'il y a toujours du nouveau à observer. Assurément, intervint Mrs. Bennet, froissée de la façon dont Darcy parlait de leur entourage. Et je vous assure que sur ce point la province ne le cède en rien à la capitale. Quels sont après tout les grands avantages de Londres, à part les magasins et les lieux publics? La campagne est beaucoup plus agréable, n'est-ce pas, Mr. Bingley? Quand je suis à la campagne, je ne souhaite point la quitter, et quand je me trouve à Londres, je suis exactement dans les mêmes dispositions. Eh, c'est que vous avez un heureux caractère. Mais ce gentleman, et Mrs. Bennet lança un regard dans la direction de Darcy, semble mépriser la province. En vérité, maman, s'écria Elizabeth, vous vous méprenez sur les paroles de Mr. Darcy. Il voulait seulement dire qu'on ne rencontre pas en province une aussi grande variété de gens qu'à Londres, et vous devez reconnaître qu'il a raison. Certainement, ma chère enfant, personne ne le conteste, mais il ne faut pas dire que nous ne voyons pas grand monde ici. Pour notre part, nous échangeons des invitations à dîner avec 24 familles. La sympathie de Mr. Bingley, pour Elizabeth, l'aida seule à garder son sérieux. Sa sœur, moins délicate, regarda Mr. Darcy avec un sourire significatif. Elizabeth, voulant changer de conversation, demanda à sa mère si Charlotte Lucas était venue à Langbourn depuis son départ. « Oui, nous l'avons vue hier ainsi que son père. Quel homme charmant que Sir William, n'est-ce pas, Mr. Bingley?
distingué, naturel, ayant toujours un mot aimable à dire à chacun. C'est pour moi le type de l'homme bien élevé, au contraire de ces gens tout gonflés de leur importance qui ne daignent même pas ouvrir la bouche. Charlotte a-t-elle dîné avec vous? Non, elle a tenu à retourner chez elle, où on l'attendait, je crois, pour la confection des tartelettes. Quant à moi, Mr. Bingley, je m'arrange pour avoir des domestiques capables de faire seuls leur besogne, et mes filles ont été élevées autrement. Mais chacun juge à sa manière, et les demoiselles Lucas sont fort gentilles. C'est dommage seulement qu'elle ne soit pas plus jolie. Non pas que je trouve Charlotte vraiment laide, mais aussi c'est une amie tellement intime. Elle m'a semblé fort aimable, dit Bingley. Oh, certainement, mais il faut bien reconnaître qu'elle n'est pas jolie. Mrs. Lucas en convient elle-même, et nous envie la beauté de Jane. Certes, je n'aime pas faire l'éloge de mes enfants, mais une beauté comme celle de Jane se voit rarement. À peine âgée de 15 ans, elle a rencontré à Londres, chez mon frère Gardiner, un monsieur à qui elle plut tellement que ma belle-sœur s'attendait à ce qu'il la demandât en mariage. Il n'en fit rien, toutefois. Sans doute la trouvait-il trop jeune. Mais il a écrit sur elle des vers tout à fait jolis. Et ainsi, dit Élisabeth avec un peu d'impatience, se termina cette grande passion. Ce n'est pas la seule dont on ait triomphé de cette façon. Et je me demande qui, le premier, a eu l'idée de se servir de la poésie pour se guérir de l'amour. J'avais toujours été habitué, dit Darcy, à considérer la poésie comme l'aliment de l'amour. Oh, d'un amour vrai, sain et vigoureux, peut-être. Tout fortifie ce qui est déjà fort. Mais lorsqu'il s'agit d'une pauvre petite inclination, je suis sûr qu'un bon sonnet peut en avoir facilement raison. Darcy répondit avec un simple sourire. Dans la crainte d'un nouveau discours intempestif de sa mère, Élisabeth aurait voulu continuer, mais avant qu'elle eût pu trouver un autre sujet de conversation, Mrs. Bennet avait recommencé la litanie de ses remerciements pour l'hospitalité offerte à ses deux filles. Mr. Bingley répondit avec naturel et courtoisie, sa sœur avec politesse, sinon avec autant de bonne grâce, et, satisfaite, Mrs. Bennet ne tarda pas à redemander sa voiture. À ce signal, Lydia s'avança. Elle avait chuchoté avec Kitty tout le temps de la visite, et tous deux avaient décidé de rappeler à Mr. Bingley la promesse qu'il avait faite à son arrivée de donner un bal à Netherfield. Lydia était une belle fille fraîche, joyeuse et pleine d'entrain. Bien qu'elle n'eût que 15 ans, sa mère, dont elle était la préférée, la conduisait déjà dans le monde. Les assiduités des officiers de la milice qu'attiraient les bons dîners de son oncle, et qu'encourageait sa liberté d'allure, avaient transformé son assurance naturelle en un véritable aplomb. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce qu'elle rappelât à Mr. Bingley sa promesse, en ajoutant que ce serait vraiment honteux s'il ne la tenait pas. La réponse de Mr. Bingley à cette brusque mise en demeure dut charmer les oreilles de Mrs. Bennet. « Je vous assure que je suis tout prêt à tenir mes engagements, et dès que votre sœur sera remise, vous fixerez vous-même le jour. Vous n'auriez pas le cœur, je pense, de danser pendant qu'elle est malade. » Lydia se déclara satisfaite. En effet, ce serait mieux d'attendre la guérison de Jane. Et puis, à ce moment sans doute, le capitaine Carter serait revenu à Meryton. « Et quand vous aurez donné votre bal, ajouta-t-elle, j'insisterai auprès du colonel Forster pour que les officiers en donnent un également. » Mrs. Bennet et ses filles prirent alors congé. Élisabeth remonta immédiatement auprès de Jane, laissant à ces dames et à Mr. Darcy la liberté de critiquer à leur aise son attitude et celle de sa famille. Chapitre 10. La journée s'écoula, assez semblable à la précédente. Mrs. Hurst et Miss Bingley passèrent quelques heures de l'après-midi avec la malade qui continuait, bien que lentement, à se remettre, et dans la soirée, Élisabeth descendit rejoindre ses hôtes au salon. La table de jeu, cette fois, n'était pas dressée. Mr. Darcy écrivait une lettre, et Miss Bingley, assise auprès de lui, l'interrompait à chaque instant pour le charger de messages pour sa sœur. Mr. Hurst et Mr. Bingley faisaient une partie de piquet que suivait Mrs. Hurst. Élisabeth prit un ouvrage, mais fut bientôt distraite par les propos échangés entre Darcy et sa voisine. Les compliments que lui adressait constamment celle-ci sur l'élégance et la régularité de son écriture, ou sur la longueur de sa lettre, et la parfaite indifférence avec laquelle ses louanges étaient accueillies, formaient une amusante opposition, tout en confirmant l'opinion qu'Élisabeth se faisait de l'un et de l'autre.
Comme Miss Darcy sera contente de recevoir une si longue lettre. Point de réponse. Vous écrivez vraiment avec une rapidité merveilleuse. Erreur. J'écris plutôt lentement. Vous direz à votre sœur qu'il me tarde beaucoup de la voir. Je le lui ai déjà dit une fois à votre prière. Votre plume grince. Passez-la moi. J'ai un talent spécial pour tailler les plumes. Je vous remercie, mais c'est une chose que je fais toujours moi-même. Comment pouvez-vous écrire si régulièrement? Dites à votre sœur que j'ai été enchanté d'apprendre les progrès qu'elle a fait sur la harpe. Dites-lui aussi que son petit croquis m'a plongé dans le ravissement. Il est beaucoup plus réussi que celui de Miss Grantley. Me permettez-vous de réserver pour ma prochaine lettre l'expression de votre ravissement? Actuellement, il ne me reste plus de place. Oh, cela n'a pas d'importance. Je verrai du reste votre sœur en janvier. Lui écrivez-vous chaque fois d'aussi longues et charmantes missives, Mr. Darcy? Longues, oui. Charmantes, ce n'est pas à moi de les juger telles. À mon avis, des lettres écrites avec autant de facilité sont toujours agréables. Votre compliment tombe à faux, Caroline, s'écria son frère. Pardon. Votre compliment tombe à faux, Caroline, s'écria son frère. Darcy n'écrit pas avec facilité. Il recherche trop les mots savants, les mots de 4 syllabes, n'est-ce pas, Darcy? Mon style épistolaire est évidemment très différent du vôtre. Oh, s'écria Miss Bingley. Charles écrit d'une façon tout à fait désordonnée. Il oublie la moitié des mots et barbouille le reste. Les idées se pressent sous ma plume si abondante que je n'ai même pas le temps de les exprimer. C'est ce qui explique pourquoi mes lettres en sont quelquefois totalement dépourvues. Votre humilité devrait désarmer la critique, Mr. Bingley, dit Élisabeth. Humilité apparente, dit Darcy, et dont il ne faut pas être dupe. Ce n'est souvent que dédain de l'opinion d'autrui et parfois même prétention dissimulée. Lequel de ces deux termes appliquez-vous au témoignage de modestie que je viens de vous donner? Le second. Au fond, vous êtes fier des défauts de votre style que vous attribuez à la rapidité de votre pensée et à une insouciance d'exécution que vous jugez originale. On est toujours fier de faire quelque chose rapidement, et l'on ne prend pas garde aux imperfections qui en résultent. Lorsque vous avez dit ce matin à Mrs. Bennet que vous vous décideriez en 5 minutes à quitter Netherfield, vous entendiez provoquer son admiration. Pourtant, qu'y a-t-il de si louable dans une précipitation qui oblige à laisser inachever des affaires importantes et qui ne peut être d'aucun avantage à soi ni à personne? Allons, allons, s'écria Bingley. On ne doit pas rappeler le soir les sottises qui ont été dites le matin. Et cependant, sur mon honneur, j'étais sincère, et ne songeais nullement à me faire valoir devant ces dames par une précipitation aussi vaine. J'en suis convaincu, mais j'ai moins de certitude quant à la promptitude de votre départ. Comme tout le monde, vous êtes à la merci des circonstances, et si au moment où vous montez à cheval, un ami venait vous dire « Bingley, vous feriez mieux d'attendre jusqu'à la semaine prochaine », il est plus que probable que vous ne partiriez pas. Un mot de plus, et vous resteriez un mois. Vous nous prouvez par là, s'écria Élisabeth, que Mr. Bingley s'est calomnié, et vous le faites valoir ainsi bien plus qu'il ne l'a fait lui-même. Je suis très touché, répondit Bingley, de voir transformer la critique de mon ami en un éloge de mon bon caractère. Mais je crains que vous ne trahissiez sa pensée, car il m'estimerait sûrement davantage si en une telle occasion je refusais tout net, sautais à cheval et m'éloignais à bride abattue. Mr. Darcy estime donc que votre entêtement à exécuter votre décision rachèterait la légèreté avec laquelle vous l'auriez prise? J'avoue qu'il m'est difficile de vous dire au juste ce qu'il pense. Je lui passe la parole. Vous me donnez à défendre une opinion que vous m'attribuez tout à fait gratuitement. Admettons cependant le cas en question. Rappelez-vous, Miss Bennet, que l'ami qui cherche à le retenir ne lui offre aucune raison pour le décider à rester. Alors, céder aimablement à la requête d'un ami n'est pas un mérite à vos yeux. Non, céder sans raison ne me paraît être honorable ni pour l'un ni pour l'autre. Il me semble, Mr. Darcy, que vous comptez pour rien le pouvoir de l'affection. On cède souvent à une demande par pure amitié, sans avoir besoin d'y être décidé par des motifs ou des raisonnements. Laissons pour l'instant, jusqu'à ce qu'il se présente, le cas que vous avez imaginé pour Mr. Bingley. D'une façon générale, si quelqu'un sollicite un ami de modifier une résolution, d'ailleurs peu importante, blâmerez-vous ce dernier d'y consentir sans attendre qu'on lui donne des arguments capables de le persuader?
Avant de pousser plus loin ce débat, ne conviendrait-il pas de préciser l'importance de la question, aussi bien que le degré d'intimité des deux amis? Alors, interrompit Bingley, n'oublions aucune des données du problème, y compris la taille et le poids des personnages, ce qui compte plus que vous ne croyez, Miss Bennet. Je vous assure que si Darcy n'était pas un gaillard si grand et si vigoureux, je ne lui témoignerais pas moitié autant de déférence. Vous ne pouvez vous imaginer la crainte qu'il m'inspire parfois. Chez lui en particulier, le dimanche soir, lorsqu'il n'a rien à faire. Mr. Darcy sourit, mais Elizabeth crut deviner qu'il était un peu vexé et se retint de rire. Miss Bingley, indignée, reprocha à son frère de dire tant de sottises. Je vois ce que vous cherchez, Bingley, lui dit son ami. Vous n'aimez pas les discussions et voulez mettre un terme à celles-ci. Je ne dis pas non. Les discussions ressemblent trop à des querelles. Si vous et Miss Bennet voulez bien attendre que je sois hors du salon, je vous en serai très reconnaissant et vous pourrez dire de moi tout ce que vous voudrez. Ce ne sera pas pour moi un grand sacrifice, dit Élisabeth, et Mr. Darcy, de son côté, ferait mieux de terminer sa lettre. Mr. Darcy suivit ce conseil, et quand il eut fini d'écrire, il pria Miss Bingley et Elizabeth de bien vouloir faire un peu de musique. Miss Bingley s'élança vers le piano, et après avoir poliment offert à Elizabeth de jouer la première, ce que celle-ci refusa avec autant de politesse et plus de conviction, elle s'installa elle-même devant le clavier. Mrs. Hurst chanta accompagnée par sa sœur. Elizabeth, qui feuilletait des partitions éparses sur le piano, ne put s'empêcher de remarquer que le regard de Mr. Darcy se fixait souvent sur elle. Il était impossible qu'elle inspirât un intérêt flatteur à ce hautain personnage. D'autre part, supposer qu'il la regardait parce qu'elle lui déplaisait était encore moins vraisemblable. Sans doute, finit-elle par se dire, y a-t-il en moi quelque chose de répréhensible qui attire son attention? Cette supposition ne la troubla point. Il ne lui était pas assez sympathique pour qu'elle se souciât de son opinion. Après avoir joué quelques chansons italiennes, Miss Bingley, pour changer, attaqua un air écossais vif et alerte. « Est-ce que cela ne vous donne pas grande envie de danser un reel, Miss Bennet ?» dit Darcy en s'approchant. Elizabeth sourit, mais ne fit aucune réponse. Un peu surpris de son silence, il répéta sa question. « Oh, dit-elle, je vous avais bien entendu la première fois, mais ne savais tout d'abord que vous répondre. Vous espériez, j'en suis sûr, que je dirais oui, pour pouvoir ensuite railler mon mauvais goût. Mais j'ai toujours plaisir à déjouer de tels desseins, et à priver quelqu'un de l'occasion de se moquer de moi. Je vous répondrai donc que je n'ai aucune envie de danser un reel. Et maintenant, riez de moi si vous l'osez. Je ne me le permettrai certainement pas. Élisabeth, qui pensait l'avoir vexée, fut fort étonnée de cette aimable réponse, mais il y avait chez elle un mélange d'espièglerie et de charme qui empêchait ses manières d'être blessantes, et jamais encore une femme n'avait exercé sur Darcy une pareille séduction. En vérité, pensait-il, sans la vulgarité de sa famille, je courrais quelque danger. Miss Bingley était assez clairvoyante pour que sa jalousie fût en éveil, et sa sollicitude pour la santé de sa chère Jane se doublait du désir d'être débarrassée d'Élisabeth. Elle essayait souvent de rendre la jeune fille antipathique à Darcy, en plaisantant devant lui sur leur prochain mariage et sur le bonheur qui l'attendait dans une telle alliance. « J'espère, lui dit-elle le lendemain, tandis qu'elle se promenait dans la charmille, que, lors de cet heureux événement, vous donnerez à votre belle-mère quelques bons conseils sur la nécessité de tenir sa langue, et que vous essayerez de guérir vos belles sœurs de leur passion pour les militaires. Et, s'il m'est permis d'aborder un sujet aussi délicat, ne pourriez-vous faire aussi disparaître cette pointe d'impertinence et de suffisance qui caractérise la dame de vos pensées? Avez-vous d'autres conseils à me donner en vue de mon bonheur domestique? Encore ceci. N'oubliez pas de mettre les portraits de l'oncle et de la tante Phillips dans votre galerie à Pemberley, et placez-les à côté de celui de votre grand-oncle le juge. Ils sont un peu de la même profession, n'est-ce pas? Quant à votre Élisabeth, inutile d'essayer de la faire peindre. Quel artiste serait capable de rendre des yeux aussi admirables? À ce moment, Mrs. Hurst et Elizabeth débouchèrent d'une allée transversale. « Je ne savais pas que vous vous promeniez aussi, » dit Miss Bingley un peu confuse à l'idée qu'on avait pu surprendre sa conversation avec Darcy. « C'est très mal à vous, » répondit Mrs. Hurst, « d'avoir disparu ainsi sans nous dire que vous sortiez. » Et, s'emparant de l'autre bras de Mr. Darcy, elle laissa Elizabeth seule en arrière. On ne pouvait marcher dans le sentier qu'à trois de front. Mr. Darcy, conscient de l'impolitesse de ses compagnes, dit aussitôt « Cette allée n'est pas assez large.
si nous allions dans l'avenue. Non, non, dit Élisabeth en riant. Vous faites à vous trois un groupe charmant dont ma présence romprait l'harmonie. Adieu. Et elle s'enfuit gaiement, heureuse à l'idée de se retrouver bientôt chez elle. Jane se remettait si bien qu'elle avait l'intention de quitter sa chambre 1 heure ou 2 ce soir-là. Et je m'arrête là pour la première partie de lecture de ce soir. Nous marquons une courte pause, les amis. Et du coup, bonne écoute à toi à la rediffusion Lord Sith. Ça fait plaisir que tu sois passé. Ouh, ok. Je trouve, alors je sais pas si c'est moi qui commence à m'habituer au style ou que sais-je encore, mais je trouve que c'était plus agréable à lire que la fois précédente. La fois précédente, j'avais du mal à donner un avis, je savais pas à quel point j'étais embarqué dans l'histoire. Là, j'ai l'impression de me laisser plus embarquer. J'ai l'impression d'être un peu plus dans le flow, de commencer à voir un peu les dynamiques de groupe. Il y a beaucoup de personnages, c'est très, j'allais dire perturbant. C'est voilà, ça rend la lecture pour moi un peu difficile parce que de jongler entre toutes les voix, de jongler entre toutes les interventions, c'est pas toujours évident. Mais voilà, petit à petit, je prends un peu mes marques, je vois quel personnage entretient quelle relation avec quel autre, quelles sont les personnalités qui se dessinent. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a un petit peu un truc d'habituation. Euh, voilà, je pense que je commence à saisir un peu mieux les enjeux, les personnages, tout ça. Je sais pas, je me suis senti plus dans l'histoire sur ces chapitres 9 et 10. Et du coup, bonsoir Nenouchka, bienvenue sur le live. Il n'y a pas de souci, hein. Aucun souci en fait. Vous êtes là quand vous pouvez, à l'heure que vous pouvez, si vous pouvez. Pas besoin de dire désolé. Ça me fait rire ça. C'est un truc que vous faites souvent, ça me fait rire. Souvent des viewers qui me disent ah désolé j'étais pas là, désolé j'arrive en retard. Et je suis en mode il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de problème. C'est très gentil à vous de vous montrer déjà. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Euh, Ceci dit, je suis en train de vraiment mourir de chaud et j'ai encore prévu pas mal de lectures pour ce soir. Donc je pense que je vais enchaîner vraiment rapidement. Je pense que je vais pas faire des pauses exubérantes si j'ai pas en plus forcément grand chose à ajouter. Euh, voilà, l'histoire commence, j'ai l'impression, à... J'allais dire pas à prendre son envol, mais à prendre son rythme de croisière. Voilà, j'ai l'impression que ça commence à se mettre en place, et c'est sympathique du coup. Maintenant, j'ai juste hâte de voir arriver des péripéties un petit peu perturbatrices. Je pense que là, c'est déjà Elisabeth, c'est marrant comment elle joue un peu avec Darcy et tout, ça devient intéressant, elle se laisse pas faire, elle se laisse pas marcher dessus. Bon après, on pourrait se dire aussi qu'elle abuse, etc. Mais encore une fois, que ce soit Mister Darcy, que ce soit Elisabeth, ils ont tous les deux de l'orgueil et des préjugés. Donc c'est hyper intéressant de voir leur dynamique. Euh, J'imagine que l'une des péripéties, ça sera le bal organisé à Neverfield, certainement. Ça risque d'être l'une des choses qui arrivent le plus rapidement d'ailleurs. On va le découvrir, puisque je repars pour 3 chapitres. Chapitres 11, 12, 13. Il me semble que c'était ça que j'avais repéré. Alors attendez. Tukutukutum. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça nous fait 12 pages de lecture, donc à peu près équivalent à ce que je viens de vous faire. Et puis la troisième partie de lecture de ce soir sera, quant à elle, un chouïa plus longue. Hop. Je me mets en route. Sinon, je risque de finir comme le fond d'un coca au McDo dont les glaçons auraient fondu. Bref, on est y part. Bonne écoute Nenouchka, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat. Bonne écoute à ceux qui me regardent en rediffusion. Et à tout à l'heure pour la dernière pause. On est y part. Chapitre 11.
Lorsque les dames se levèrent de table à la fin du dîner, Élisabeth remonta en courant chez sa sœur, et, après avoir veillé à ce qu'elle fût bien couverte, redescendit avec elle au salon. Jane fut accueillie par ses amies avec de grandes démonstrations de joie. Jamais Élisabeth ne les avait vues aussi aimables que pendant l'heure qui suivit. Elles avaient vraiment le don de la conversation, pouvaient faire le récit détaillé d'une partie de plaisir, conter une anecdote avec humour et se moquer de leurs relations avec beaucoup d'agrément. Mais quand les messieurs rentrèrent au salon, Jane passa soudain au second plan. Mr. Darcy, dès son entrée, fut interpellé par Miss Bingley, mais il s'adressa d'abord à Miss Bennet pour la féliciter poliment de sa guérison. Mr. Hurst lui fit aussi un léger salut en murmurant « Enchanté ». Mais l'accueil de Bingley se distingua par sa chaleur et sa cordialité. Plein de joie et de sollicitude, il passa la première demi-heure à empiler du bois dans le feu, de crainte que Jane ne souffrît du changement de température. Sur ces instances, elle dut se placer de l'autre côté de la cheminée, afin d'être plus loin de la porte. Il s'assit alors auprès d'elle et se mit à l'entretenir sans plus s'occuper des autres. Élisabeth, qui travaillait un peu plus loin, observait cette petite scène avec une extrême satisfaction. Après le thé, Mr. Hurst déclara sans succès la table de jeu. Sa belle-sœur avait découvert que Mr. Darcy n'appréciait pas les cartes. Elle affirma que personne n'avait envie de jouer, et le silence général parut lui donner raison. Mr. Hurst n'eut donc d'autre ressource que de s'allonger sur un sofa et de s'y endormir. Darcy prit un livre, Miss Bingley en fit autant. Mrs. Hurst, occupée surtout à jouer avec ses bracelets et ses bagues, plaçait un mot de temps à autre dans la conversation de son frère et de Miss Bennet. Miss Bingley était moins absorbée par sa lecture que par celle de Mr. Darcy, et ne cessait de lui poser des questions ou d'aller voir à quelle page il en était. Mais ses tentatives de conversation restaient infructueuses. Il se contentait de lui répondre brièvement sans interrompre sa lecture. À la fin, lasse de s'intéresser à un livre qu'elle avait pris uniquement parce que c'était le second volume de l'ouvrage choisi par Darcy, elle dit en étouffant un bâillement « Quelle agréable manière de passer une soirée. Nul plaisir vraiment ne vaut la lecture. On ne s'en lasse jamais tandis qu'on se lasse du reste. Lorsque j'aurai une maison à moi, je serai bien heureuse si je n'ai pas une très belle bibliothèque. » Personne n'ayant répondu, elle bâilla encore une fois, mit son livre de côté et jeta les yeux autour d'elle en quête d'une autre distraction. Entendant alors son frère parler d'un bal à Miss Bennet, elle se tourna soudain de son côté en disant « À propos, Charles, est-ce sérieusement que vous songez à donner un bal à Netherfield ? Vous feriez mieux de nous consulter tous avant de rien décider. Si je ne me trompe, pour certains d'entre nous, ce bal serait plutôt une pénitence qu'un plaisir. » « Si c'est à Darcy que vous pensez, répliqua son frère, libre à lui d'aller se coucher à 8 heures ce soir-là. Quant au bal, c'est une affaire décidée, et dès que Nichols aura préparé assez de blanc-manger, j'enverrai mes invitations. Les bals me plairaient davantage s'ils étaient organisés d'une façon différente. Ces sortes de réunions sont d'une insupportable monotonie. Ne serait-il pas beaucoup plus raisonnable d'y donner la première place à la conversation, et non à la danse ? Ce serait beaucoup mieux, sans nul doute, ma chère Caroline. Oh bon, du coup, je me suis trompé de personnage. Les bals me plairaient davantage s'ils étaient organisés d'une façon différente. Ces sortes de réunions sont d'une insupportable monotonie. Ne serait-il pas beaucoup plus raisonnable d'y donner la première place à la conversation et non à la danse ? Ce serait beaucoup mieux, sans nul doute, ma chère Caroline, mais ce ne serait plus un bal. Miss Bingley ne répondit point, et, se levant, se mit à se promener à travers le salon. Elle avait une silhouette élégante et marchait avec grâce, mais Darcy, dont elle cherchait à attirer l'attention, restait inexorablement plongé dans son livre. En désespoir de cause, elle voulut tenter un nouvel effort, et se tournant vers Élisabeth, « Miss Eliza Bennet, dit-elle, suivez donc mon exemple et venez faire le tour du salon. Cet exercice est un délassement, je vous assure, quand on est resté si longtemps immobile. » Élisabeth, bien que surprise, consentit, et le but secret de Miss Bingley fut atteint. Mr. Darcy leva les yeux. Cette sollicitude nouvelle de Miss Bingley à l'égard d'Élisabeth le surprenait autant que celle-ci, et, machinalement, il ferma son livre. Il fut aussitôt prié de se joindre à la promenade, mais il déclina l'invitation. Il ne voyait, dit-il, que deux motifs pour les avoir décidés à faire les 100 pas ensemble, et dans un cas comme dans l'autre, jugeait inopportun de se joindre à elle. Que signifiaient ces paroles ? Miss Bingley mourait d'envie de le savoir, et demanda à Élisabeth si elle comprenait.
Pas du tout, répondit-elle. Mais soyez sûr qu'il y a là-dessous une méchanceté à notre adresse. Le meilleur moyen de désappointer Mr. Darcy est donc de ne rien lui demander. Mais désappointer Mr. Darcy était pour Miss Bingley une chose impossible, et elle insista pour avoir une explication. Rien n'empêche que je vous la donne, dit-il, dès qu'elle lui permit de placer une parole. Vous avez choisi ce passe-temps soit parce que vous avez des confidences à échanger, soit pour nous faire admirer l'élégance de votre démarche. Dans le premier cas, je serai de trop entre vous, et dans le second, je suis mieux placé pour vous contempler, assise au coin du feu. Quelle abomination s'écria Miss Bingley. A-t-on jamais rien entendu de pareil? Comment pourrions-nous le punir d'un tel discours? C'est bien facile. Si vous en avez réellement le désir, taquinez-le, moquez-vous de lui. Vous êtes assez intime pour savoir comment vous y prendre. Mais pas le moins du monde, je vous assure. Le moyen de s'attaquer à un homme d'un calme aussi imperturbable et d'une telle présence d'esprit. Non, non, c'est être vaincu d'avance. Nous n'aurons pas l'imprudence de rire de lui sans sujet. Mr. Darcy peut donc triompher. Comment? On ne peut pas rire de Mr. Darcy? Il possède là un avantage bien rare. Miss Bingley, dit celui-ci, me fait trop d'honneur. Les hommes les meilleurs et les plus sages, ou, si vous voulez, les meilleurs et les plus sages de leurs actes, peuvent toujours être tournés en ridicule par ceux qui ne songent qu'à plaisanter. J'espère, dit Élisabeth, que je ne suis pas de ce nombre et que je ne tourne jamais en ridicule ce qui est respectable. Les sottises, les absurdités, les caprices d'autrui me divertissent, je l'avoue, et j'en ris chaque fois que j'en ai l'occasion. Mais Mr. Darcy, je le suppose, n'a rien à faire avec de telles faiblesses. Peut-être est-ce difficile, mais j'ai pris à tâche d'éviter les faiblesses en question, car elles amoindrissent les esprits les mieux équilibrés. La vanité et l'orgueil, par exemple. Oui, la vanité est véritablement une faiblesse, mais l'orgueil, chez un esprit supérieur, se tiendra toujours dans de justes limites. Élisabeth se détourna pour cacher un sourire. « Avez-vous fini l'examen de Mr. Darcy » demanda Miss Bingley. « Pouvons-nous en savoir le résultat ?»« Certainement. Mr. Darcy n'a pas de défaut. Il l'avoue lui-même sans aucune fausse honte. »« Non, » dit Darcy. « Je suis bien loin d'être aussi présomptueux. J'ai bon nombre de défauts, mais je me flatte qu'ils n'affectent pas mon jugement. Je n'ose répondre de mon caractère. Je crois qu'il manque de souplesse. Il n'en a certainement pas assez au gré d'autrui. J'oublie difficilement les offenses qui me sont faites, et mon humeur mériterait sans doute l'épithète de vindicative. On ne me fait pas aisément changer d'opinion. Quand je retire mon estime à quelqu'un, c'est d'une façon définitive. Être incapable de pardonner, eh bien, voilà qui est un défaut. Mais vous l'avez bien choisi. Il m'est impossible d'en rire. Il y a, je crois, en chacun de nous un défaut naturel que la meilleure éducation ne peut arriver à faire disparaître. Le vôtre est une tendance à mépriser vos semblables. Et le vôtre, répliqua-t-il avec un sourire, est de prendre un malin plaisir à défigurer leurs pensées. Faisons un peu de musique, voulez-vous proposa Miss Bingley, fatiguée d'une conversation où elle n'avait aucune part. Vous ne m'en voudrez pas, Louisa, de réveiller votre mari. Mrs. Hurst, n'ayant fait aucune objection, le piano fut ouvert et Darcy, à la réflexion, n'en fut pas fâché. Il commençait à sentir qu'il y avait quelque danger à trop s'occuper d'Élisabeth. Chapitre 12. Comme il avait été convenu entre les deux sœurs, Élisabeth écrivit le lendemain matin à sa mère pour lui demander de leur envoyer la voiture dans le cours de la journée. Mais Mrs. Bennet, qui avait calculé que ses filles resteraient une semaine entière à Netherfield, envisageait sans plaisir un si prompt retour. Elle répondit donc qu'elle ne pourrait pas avoir la voiture avant le mardi, ajoutant en post-scriptum que si l'on insistait pour les garder plus longtemps, on pouvait bien se passer d'elle à Longbourn. Élisabeth repoussait l'idée de rester davantage à Netherfield. D'ailleurs, elle ne s'attendait pas à recevoir une invitation de ce genre et craignait au contraire qu'en prolongeant sans nécessité leur séjour, elle et sa sœur ne parussent indiscrètes. Elle insista donc auprès de Jane pour que celle-ci priât Mr. Bingley de leur prêter sa voiture, et elles décidèrent d'annoncer à leur hôte leur intention de quitter Netherfield le jour même. De nombreuses protestations accueillirent cette communication, et de telles instances furent faites que Jane se laissa fléchir, et consentit à rester jusqu'au lendemain. Miss Bingley regretta alors d'avoir proposé ce délai, car la jalousie et l'antipathie que lui inspirait l'une des deux sœurs l'emportaient de beaucoup sur son affection pour l'autre.
Le maître de la maison ne pouvait se résigner à les voir partir si vite, et à plusieurs reprises essaya de persuader Miss Bennet qu'elle n'était pas encore assez rétablie pour voyager sans imprudence. Mais, sûr d'agir raisonnablement, Jane ne céda pas. Quant à Mr. Darcy, il apprit la nouvelle sans déplaisir. Elizabeth était restée assez longtemps à Neverfield, et il se sentait attiré vers elle plus qu'il ne l'aurait voulu. D'un autre côté, Miss Bingley la traitait avec peu de politesse et le harcelait lui-même de ses moqueries. Il résolut sagement de ne laisser échapper aucune remarque d'admiration, aucun signe qui pût donner à Elizabeth l'idée qu'elle possédait la moindre influence sur sa tranquillité. Si un tel espoir avait pu naître chez elle, il était évident que la conduite de Darcy, pendant cette dernière journée, devait agir de façon définitive, ou pour le confirmer, ou pour le détruire. Ferme dans sa résolution, c'est à peine s'il adressa la parole à Elizabeth durant toute la journée du samedi, et, dans un tête-à-tête d'une demi-heure avec elle, il resta consciencieusement plongé dans son livre sans même lui jeter un regard. Le dimanche après l'office du matin eut lieu cette séparation presque unanimement souhaitée. Miss Bingley, au moment des adieux, sentit s'augmenter son affection pour Jane et redevint polie envers Elizabeth. Elle embrassa l'une tendrement en l'assurant de la joie qu'elle aurait toujours à la revoir et serra la main de l'autre presque amicalement. Elizabeth, de son côté, se sentait de très joyeuse humeur en prenant congé. L'accueil qu'elles reçurent de leur mère en arrivant à Longbourn fut moins cordial. Mrs. Bennet s'étonna de leur retour et les blâma sévèrement d'avoir donné à leur hôte l'embarras de les faire reconduire. De plus, elle était bien sûre que Jane avait repris froid. Mais leur père, malgré l'expression laconique de son contentement, était très heureux de les voir de retour. Ses filles aînées lui avaient beaucoup manqué. Il avait senti la place qu'elles occupaient à son foyer, et les veillées familiales, en leur absence, avaient perdu beaucoup de leur animation et presque tout leur charme. Elles trouvèrent Mary plongée dans ses grandes études et, comme d'habitude, prête à leur lire les derniers extraits de ses lectures accompagnés de réflexions philosophiques peu originales. Catherine et Lydia avaient des nouvelles d'un tout autre genre. Il s'était passé beaucoup de choses au régiment depuis le précédent mercredi. Plusieurs officiers étaient venus dîner chez leur oncle, un soldat avait été fustigé, et le bruit du prochain mariage du colonel Forster commençait à se répandre. Chapitre 13. J'espère, ma chère amie, que vous avez commandé un bon dîner pour ce soir, dit Mr. Bennet à sa femme, en déjeunant le lendemain, car il est probable que nous aurons un convive. Et qui donc, mon ami? Je ne vois personne qui soit dans le cas de venir, sauf peut-être Charlotte Lucas, et je pense que notre ordinaire peut lui suffire. Le convive dont je parle est un gentleman et un étranger. Les yeux de Mrs. Bennet étincelèrent. Un gentleman et un étranger? Alors ce ne peut être que Mr. Bingley. Oh, Jane, petite rusée, vous n'en aviez rien dit. Assurément, je serais ravi de voir Mr. Bingley. Mais grand Dieu, comme c'est ennuyeux qu'on ne puisse pas trouver de poisson aujourd'hui. Lydia, mon amour, sonnez vite. Il faut que je parle tout de suite à la cuisinière. Ce n'est pas Mr. Bingley, intervint son mari. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu. Cette déclaration provoqua un étonnement général, suivi d'un déluge de questions que Mr. Bennet se fit un malin plaisir de laisser quelque temps sans réponse. À la fin, il consentit à s'expliquer. J'ai reçu, il y a un mois environ, la lettre que voici, et à laquelle j'ai répondu il y a 15 jours seulement, car l'affaire dont il s'agissait était délicate et demandait réflexion. Cette lettre est de mon cousin, Mr. Collins, qui, à ma mort, peut vous mettre toutes à la porte de cette maison aussitôt qu'il lui plaira. Ah, mon ami, s'écria sa femme, je vous en prie, ne nous parlez pas de cet homme odieux. C'est certainement une calamité que votre domaine doive être ainsi arraché à vos propres filles. Et je sais qu'à votre place, je me serais arrangé d'une façon ou d'une autre pour écarter une telle perspective. Jane et Elizabeth s'efforcèrent, mais en vain, de faire comprendre à leur mère ce qu'était un entaille. C'est une disposition par laquelle un domaine, à défaut d'héritier mâle, passe à une autre branche de la famille. Elle l'avait déjà tenté plusieurs fois, mais c'était un sujet sur lequel Mrs. Bennet se refusait à entendre raison, et elle n'en continua pas moins à protester amèrement contre la cruauté qu'il y avait à déshériter une famille de 5 filles en faveur d'un homme dont personne ne se souciait. C'est évidemment une iniquité, dit Mr. Bennet, et rien ne peut laver Mr. Collins du crime d'être héritier de Longbourn. Mais si vous voulez bien écouter sa lettre, les sentiments qu'il y exprime vous adouciront peut-être un peu. Ah, pour cela, non,
J'en suis certaine. Je pense au contraire que c'est de sa part le comble de l'impertinence et de l'hypocrisie que de vous écrire. Que ne reste-t-il brouillé avec vous comme l'était son père? Il paraît justement avoir eu à cet égard quelques scrupules, ainsi que vous allez l'entendre. Hunsford, par Westerham, Kent, 15 octobre. Cher monsieur, le désaccord subsistant entre vous et mon regretté père m'a toujours été fort pénible, et depuis que j'ai eu l'infortune de le perdre, j'ai souvent souhaité d'y remédier. Pendant quelque temps, j'ai été retenu par la crainte de manquer à sa mémoire en me réconciliant avec une personne pour laquelle, toute sa vie, il avait professé des sentiments hostiles. Vous voyez, Mrs. Bennet. Néanmoins, j'ai fini par prendre une décision. Ayant reçu à Pâques l'ordination, j'ai eu le privilège d'être distingué par la très honorable Lady Catherine de Bourgh, veuve de Sir Lewis de Bourgh, à la bonté et à la générosité de laquelle je dois l'excellente cure de Hunsford, où mon souci constant sera de témoigner ma respectueuse reconnaissance à sa grâce, en même temps que mon empressement à célébrer les rites et cérémonies institués par l'Église d'Angleterre. En ma qualité d'ecclésiastique, je sens qu'il est de mon devoir de faire avancer le règne de la paix dans toutes les familles soumises à mon influence. Sur ce terrain, j'ose me flatter que mes avances ont un caractère hautement recommandable, et vous oublierez, j'en suis sûr, le fait que je suis l'héritier du domaine de Longbourn pour accepter le rameau d'olivier que je viens vous offrir. Je suis réellement peiné d'être l'involontaire instrument du préjudice causé à vos charmantes filles. Qu'il me soit permis de vous exprimer mes regrets en même temps que mon vif désir de leur faire accepter tous les dédommagements qui sont en mon pouvoir. Mais de ceci, nous reparlerons plus tard. Si vous n'avez point de raison qui vous empêche de me recevoir, je me propose de vous rendre visite le lundi 18 novembre à 4 heures, et j'abuserai de votre hospitalité jusqu'au samedi de la semaine suivante, ce que je puis faire sans inconvénient, Lady Catherine ne voyant pas d'objection à ce que je m'absente un dimanche, pourvu que je me fasse remplacer par un de mes confrères. Veuillez présenter mes respectueux compliments à ces dames, et me croire votre tout dévoué serviteur et ami, William Collins. Donc, à 4 heures, nous verrons arriver ce pacifique gentleman. C'est, semble-t-il, un jeune homme extrêmement consciencieux et courtois, et nous aurons sans doute d'agréables relations avec lui, pour peu que Lady Catherine daigne lui permettre de revenir nous voir. Ce qu'il dit à propos de nos filles est plein de raison, et s'il est disposé à faire quelque chose en leur faveur, ce n'est pas moi qui le découragerai. Bien que je ne vois pas trop comment il pourrait s'y prendre, dit Jane, le désir qu'il en a lui fait certainement honneur. Élisabeth était surtout frappée de l'extraordinaire déférence exprimée par Mr. Collins à l'égard de Lady Catherine, et de la solennité avec laquelle il affirmait son intention de baptiser, marier ou enterrer ses paroissiens chaque fois que son ministère serait requis. « Ce doit être un singulier personnage, dit-elle. Son style est bien emphatique, et que signifient ses excuses d'être l'héritier de Longbourn? Y changerait-il quelque chose s'il le pouvait? Pensez-vous que ce soit un homme de grand sens, père? Non, ma chère enfant, je suis même assuré de découvrir le contraire. Il y a dans sa lettre un mélange de servilité et d'importance qui m'intrigue. J'attends sa visite avec une vive impatience. Au point de vue du style, dit Mary, sa lettre ne me semble pas défectueuse. L'idée du rameau d'olivier, pour n'être pas très neuve, est néanmoins bien exprimée. Pour Catherine et Lydia, la lettre ni son auteur n'étaient le moins du monde intéressants. Il y avait peu de chances que leur cousin apparût avec un uniforme écarlate, et depuis quelque temps la société des gens vêtus d'une autre couleur ne leur procurait plus aucun plaisir. Quant à leur mère, la lettre de Mr. Collins avait en grande partie dissipé sa mauvaise humeur, et elle se préparait à recevoir son hôte avec un calme qui étonnait sa famille. Mr. Collins arriva ponctuellement à l'heure dite, et fut reçu avec beaucoup de politesse par toute la famille. Mr. Bennet parla peu, mais ces dames ne demandaient qu'à parler à sa place. Mr. Collins, de son côté, ne paraissait ni sauvage ni taciturne. C'était un grand garçon un peu lourd, à l'air grave, et compassé, et aux manières cérémonieuses. À peine assis, il se mit à complimenter Miss Bennet sur sa charmante famille. Il avait, dit-il, beaucoup entendu vanter la beauté de ses cousines, mais il constatait qu'en cette circonstance, le bruit public était au-dessous de la vérité. Il ne doutait pas, ajouta-t-il, qu'en temps voulu leur mère n'eût la joie de les voir toutes honorablement établies. Ces galants propos n'étaient pas goûtés de même façon par tous ses auditeurs, mais Mrs. Bennet, qui n'était point difficile sur les compliments, répondit avec empressement. « Ce que vous me dites là est fort aimable, monsieur, et je souhaite fort que votre prévision se réalise. Autrement mes filles se trouveraient un jour dans une situation bien fâcheuse, avec des affaires aussi singulièrement arrangées. »« Vous faites allusion peut-être à l'entaille de ce domaine. »« Naturellement, monsieur,
et vous devez reconnaître que c'est une clause bien regrettable pour mes pauvres enfants. Non que je vous en rende personnellement responsable. Je suis très sensible, madame, aux désavantages subis par mes belles cousines, et j'en dirai plus sans la crainte de vous paraître un peu trop pressé, mais je puis affirmer à ces demoiselles que j'arrive tout près à goûter leur charme. Je n'ajoute rien quant à présent. Peut-être quand nous aurons fait plus ample connaissance. Il fut interrompu par l'annonce du dîner, et les jeunes filles échangèrent un sourire. Elles n'étaient pas seules à exciter l'admiration de Mr. Collins. Le hall, la salle à manger et son mobilier furent examinés et hautement appréciés. Tant de louanges auraient touché le cœur de Mrs. Bennet si elle n'avait eu la pénible arrière-pensée que Mr. Collins passait la revue de ses futurs biens. Le dîner à son tour fut l'objet de ses éloges, et il insista pour savoir à laquelle de ses belles cousines revenait l'honneur de plats aussi parfaitement réussis. Mais ici, Mrs. Bennet l'interrompit un peu vivement pour lui dire qu'elle avait le moyen de s'offrir une bonne cuisinière, et que ses filles ne mettaient pas le pied à la cuisine. Mr. Collins la supplia de ne pas lui en vouloir, à quoi elle répondit d'un ton plus doux qu'il n'y avait point d'offense, mais il n'en continua pas moins à s'excuser jusqu'à la fin du dîner. Et c'est la fin du chapitre 13. Nous marquons une courte pause, les amis. Ok. Ouais, franchement, je trouve que ça s'est lancé. Je trouve vraiment que ça a trouvé son rythme de croisière. J'entre beaucoup plus dans l'histoire que sur le premier live. Je pense que peut-être les premiers chapitres, il y avait beaucoup de personnages à établir, beaucoup de mise en place. Là, ça se délie, ça se dénoue. Et je suis beaucoup plus dedans. Je trouve ça beaucoup plus intéressant d'observer un peu leur société. On commence à vraiment très clairement voir des dynamiques, très clairement voir des personnalités se dessiner. Et du coup, je me dis que ça va être intéressant parce que je me dis que comment dire, ils vont avoir les personnages ont leur rôle à jouer quelque part. Donc je me dis bah là il reste plus qu'à ce qu'ils se jouent des choses. Donc ça va être intéressant je pense. Il y a l'air d'avoir pas mal de péripéties simultanées au final, même si pour le moment c'est difficile de voir un fil rouge, à part la relation entre Elisabeth et Darcy. Mais c'est vrai que pour le moment difficile de voir un fil rouge, de voir une histoire qui prendrait l'avantage sur les autres. Mais c'est intéressant, parce que je trouve que ça aide justement à figer dans le marbre un petit peu les relations, etc. et à bien comprendre qui est qui. Euh, et puis, ça permet d'observer voilà, les interactions que peuvent avoir ces personnages qui sont assez drôles quand même, assez comiques. Je trouve que les relations... Enfin, ce qui est cool, c'est que on pourrait se dire que les personnages sont un peu monolithiques, et à la fois pas tant que ça, puisque selon leurs interactions, ils vont pas forcément agir de la même manière. Enfin, selon la personne avec qui ils interagissent. Donc non, je me dis que ouais. Non, je me dis que ouais, phrase hyper française. Je me dis qu'il y a des choses qui se mettent en place. J'ai hâte de voir la suite. J'ai très hâte de voir la suite. Et c'est vraiment drôle pour le coup parce que dans ce monde qui a l'air ultra hypocrite, c'est vraiment drôle de voir par moments des saillies, des choses qui ressurgissent vraiment très clairement. Je trouve ça assez étonnant. À la fois, il y a une hypocrisie dingue et on n'arrête pas de nous rappeler que dès qu'un personnage s'en va, tout le monde parle sur son dos. Et à la fois, paradoxalement, il y a des saillies qui ont l'air beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus franches, notamment entre Darcy et Elisabeth, peut-être justement parce qu'ils sont en train de se chercher un petit peu. Mais voilà, quand ils parlent de l'orgueil, etc., très ouvertement, et de leurs défauts, c'est intéressant. C'est intéressant. Et du coup, c'est marrant parce que moi, ça me fait vraiment penser, enfin, encore une fois, hein, de toute manière, Jane Austen écrit a priori un peu pour dénoncer la futilité de ses comportements. Mais vraiment, c'est vraiment tout ce que j'aime pas, quoi, leur relation. C'est vraiment les non-dits, c'est vraiment. On n'exprime pas les sentiments, on dit pas ce qu'on ressent pour l'autre parce qu'on a peur que l'autre pense ceci. En fait, c'est vraiment essayer d'interpréter ce que l'autre va penser de nous, essayer d'interpréter ce que l'autre
va penser de telle ou telle parole. Euh, je trouve ça nul. Je trouve ça nul, nul, nul. J'ai l'habitude de dire, mais je crois que je l'ai écrit dans un texte d'ailleurs, bah, c'est peut-être dans Triptyque d'ailleurs, je sais plus. C'est soit dans Triptyque, soit dans mon livre à venir du coup. Je sais plus si je l'ai écrit dans un texte, il me semble. J'ai tendance à dire, parle à qui tu veux parler. Euh, Je sais que j'avais une phrase comme ça où j'avais trois verbes autres que parler. Parle à qui tu veux parler, vois qui tu veux voir, et je sais plus. Mais bref, grosso modo, de pas s'empêcher de, enfin, de pas s'empêcher et de pas se restreindre, de ne pas se restreindre selon une conception qu'on pourrait avoir de ce que sont les bonnes manières, de ce que sont les manières d'une certaine société, de ce que sont les éventuelles réactions qu'on aura en face. En fait, c'est ça, c'est vraiment si on s'empêche de faire des choses basées sur ces règles, entre guillemets, c'est là où je trouve que ça pue. Parce que bien entendu, si quelqu'un veut ne pas nous parler, et voilà, bah on respecte son choix et on lui parle pas. Mais quand je dis parle à qui tu veux parler, c'est en mode ne n'interprète pas le fait que un tel ou un tel veut pas te parler, en a marre de toi ou j'en sais rien, s'il l'a pas dit clairement quoi. Donc c'est ça que j'aime pas trop avec les personnages, enfin dans le comportement des personnages qu'on voit se développer dans ce livre, c'est vraiment ce comportement de je ne sais pas ce que les autres pensent, mais je vais l'inventer et je vais me faire toute mon histoire dans ma tête et du coup bah, j'interprète complètement et je nie complètement la personnalité, la complexité de l'autre, voilà, en réduisant tout à c'est bon, je sais comment les gens pensent, je peux interpréter ce qu'ils pensent. Ah ouais. Donc voilà, c'est vraiment des comportements que je trouve assez malsains en fait même. Donc c'est marrant que ce soit le sujet de l'auteur d'avoir ciblé ce truc-là. Et apparemment, je sais que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Apparemment, dans les critiques de l'œuvre de Jane Austen, c'est qu'apparemment c'est un petit peu anormal, j'ai l'impression, pour son époque. Euh, Il y a un peu ce truc que j'ai vu beaucoup revenir, cet élément de waouh, Jane Austen, elle a une telle maturité d'avoir saisi les rapports humains de cette société à un si jeune âge, à une société qu'elle côtoie même pas. Il me semble qu'elle côtoyait pas cette société-là, Jane Austen. Je crois que je suis plus sûr de ce que je veux dire, hein, prenez pas ça pour argent comptant, mais il me semble que Jane Austen, elle est pas du tout à la base de l'aristocratie ou un truc comme ça, quoi. Donc, vachement intéressant. Merci Blackfreux pour ce passage rapide. La daronne est insupportable, en effet. En tout cas, en fait, moi, c'est ça, c'est que la daronne me fait rire, moi. Je serais en mode IRL, je la trouverais insupportable. Dans le bouquin, je la trouve rigolote, quoi. Euh, Après, ouais, ça serait la daronne de quelqu'un de mon entourage ou quoi. Je serais en mode. Genre, la daronne d'un pote, je serais en mode frère, s'il te plaît, ne suis pas ce qu'elle dit ta daronne. Enfin, ouais, genre. C'est ouais, c'est compliqué. Bien, avant que je ne me retrouve complètement liquéfié, je vous propose de poursuivre. Je crois que j'ai encore trois chapitres, hein. Ouais, c'était ça que je m'étais défini. Chapitre 14, 15 et 16 pour arriver ici. Ok. Donc là, on a 17 pages, donc un peu plus. Un peu plus. La phase de lecture va durer un tout petit peu plus longtemps. Et puis cette fois-ci, la prochaine fois que je vous reviens, ça sera pas pour une pause, mais pour l'outro. Hop. Je continue encore une fois tant que je suis chaud, tant que je suis dans le truc. Parce que j'essaie d'être efficace quand même. Et plus les lives durent, surtout dans ce genre de circonstances de chaleur extrême, plus je sais que ça risque de devenir brouillon sur la fin. Donc voilà, je presse le pas. Bonne écoute à tous ceux qui me regardent en live sur Twitch, bonne écoute à tous ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et à tout à l'heure, dans quelques minutes.
Chapitre 14. Pendant le repas, Mr. Bennet avait à peine ouvert la bouche. Lorsque les domestiques se furent retirés, il pensa qu'il était temps de causer un peu avec son hôte, et mit la conversation sur le sujet qu'il estimait le mieux choisi pour le faire parler en félicitant son cousin d'avoir trouvé une protectrice qui se montrait si pleine d'attention pour ses désirs et de sollicitude pour son confort. Mr. Bennet ne pouvait mieux tomber. Mr. Collins fut éloquent dans ses éloges. De sa vie, affirma-t-il, solennellement, il n'avait rencontré chez un membre de l'aristocratie l'affabilité et la bienveillance que lui témoignait Lady Catherine. Elle avait été assez bonne pour apprécier les 2 sermons qu'il avait eu l'honneur de prêcher devant elle. 2 fois déjà, elle l'avait invité à dîner à Rosings, et le samedi précédent encore, l'avait envoyé chercher pour faire le 4e à sa partie de quadrille. Beaucoup de gens lui reprochaient d'être hautaine, mais il n'avait jamais rien vu de tel chez elle. Elle le traitait en gentleman, et ne voyait aucune objection à ce qu'il fréquentât la société du voisinage, ou s'absentât une semaine ou 2 pour aller voir sa famille. Elle avait même poussé la bonté jusqu'à lui conseiller de se marier le plus tôt possible, pourvu qu'il fît un choix judicieux. Elle lui avait fait visite une fois dans son presbytère, où elle avait pleinement approuvé les améliorations qu'il y avait apportées, et daignait même en suggérer d'autres, par exemple des rayons à poser dans les placards du 1er étage. Voilà une intention charmante, dit Mrs. Bennet, et je ne doute pas que Lady Catherine ne soit une fort aimable femme. C'est bien regrettable que les grandes dames en général lui ressemblent si peu. Habite-t-elle dans votre voisinage, monsieur? Le jardin qui entoure mon humble demeure n'est séparé que par un sentier de Rosings Park, résidence de sa grâce. Je crois vous avoir entendu dire qu'elle était veuve. A-t-elle des enfants? Elle n'a qu'une fille, héritière de Rosings, et d'une immense fortune. Ah, s'écria Mrs. Bennet en soupirant, elle est mieux partagée que beaucoup d'autres. Et cette jeune fille est-elle jolie? Elle est tout à fait charmante. Lady Catherine dit elle-même que Miss de Bourgh possède quelque chose de mieux que la beauté, car dans ses traits se reconnaît la marque d'une haute naissance. Malheureusement, elle est d'une constitution délicate et n'a pu se perfectionner comme elle l'aurait voulu dans différents arts d'agrément pour lesquels elle témoignait des dispositions remarquables. Je tiens ceci de la dame qui a surveillé son éducation et qui continue à vivre auprès d'elle à Rosings, mais Miss de Bourgh est parfaitement aimable et daigne souvent passer à côté de mon humble presbytère dans le petit phaéton attelé de poney qu'elle conduit elle-même. A-t-elle été présentée? Je ne me rappelle pas avoir vu son nom parmi ceux des dames reçues à la cour. Sa frêle santé, malheureusement, ne lui permet pas de vivre à Londres. C'est ainsi, comme je l'ai dit un jour à Lady Catherine, que la cour d'Angleterre se trouve privée d'un de ses plus gracieux ornements. Lady Catherine a paru touchée de mes paroles. Vous devinez que je suis heureux de lui adresser de ces compliments toujours appréciés des dames chaque fois que l'occasion s'en présente. Ces petits riens plaisent à sa grâce et font partie des dommages que je considère comme mon devoir de lui rendre. Vous avez tout à fait raison, dit Mr. Bennet, et c'est un bonheur pour vous de savoir flatter avec tant de délicatesse. Puis-je vous demander si ces compliments vous viennent spontanément ou si vous devez les préparer d'avance? Oh, spontanément, en général. Je m'amuse aussi parfois à en préparer quelques-uns d'avance, mais je m'efforce toujours de les placer de façon aussi naturelle que possible. Les prévisions de Mr. Bennet avaient été justes. Son cousin était aussi parfaitement ridicule qu'il s'y attendait. Il l'écoutait avec un vif amusement, sans communiquer ses impressions autrement que par un coup d'œil, que, de temps à autre, il lançait à Élisabeth. Cependant, à l'heure du thé, trouvant la mesure suffisante, il fut heureux de ramener son hôte au salon. Après le thé, il lui demanda s'il voulait bien faire la lecture à ces dames. Mr. Collins consentit avec empressement. Un livre lui fut présenté, mais à la vue du titre, il eut un léger recul et s'excusa, protestant qu'il ne lisait jamais de romans. Kitty le regarda avec ahurissement, et Lydia s'exclama de surprise. D'autres livres furent apportés parmi lesquels il choisit, après quelques hésitations, les sermons de Fordis. Lydia se mit à bâiller lorsqu'il ouvrit le volume, et il n'avait pas lu 3 pages, d'une voix emphatique et monotone, qu'elle l'interrompit en s'écriant « Maman, savez-vous que l'oncle Philippe parle de renvoyer Richard, et que le colonel Forster serait prêt à le prendre à son service? J'irai demain à Meryton pour en savoir davantage, et demander quand le lieutenant Denny reviendra de Londres. » Lydia fut priée par ses 2 aînés de se taire, mais Mr. Collins, froissé, referma son livre en disant
J'ai souvent remarqué que les jeunes filles ne savent pas s'intéresser aux œuvres sérieuses. Cela me confond, je l'avoue, car rien ne peut leur faire plus de bien qu'une lecture instructive, mais je n'ennuierai pas plus longtemps ma jeune cousine. Et, malgré l'insistance de Mrs. Bennet et de ses filles pour qu'il reprît sa lecture, Mr. Collins, tout en protestant qu'il ne gardait nullement rancune à Lydia, se tourna vers Mr. Bennet et lui proposa une partie de tric-trac. Chapitre 15. Mr. Collins était dépourvu d'intelligence, et ni l'éducation ni l'expérience ne l'avaient aidé à combler cette lacune de la nature. Son père, sous la direction duquel il avait passé la plus grande partie de sa jeunesse, était un homme avare et illettré, et lui-même, à l'université où il n'était demeuré que le temps nécessaire pour la préparation de sa carrière, n'avait fait aucune relation profitable. Le rude joug de l'autorité paternelle lui avait donné dans les manières une grande humilité que combattait maintenant la fatuité naturelle à un esprit médiocre et enivré par une prospérité rapide et inattendue. Une heureuse chance l'avait mis sur le chemin de Lady Catherine de Bourgh, au moment où le bénéfice d'Hunsford se trouvait vacant, et la vénération que lui inspirait sa noble protectrice, jointe à la haute opinion qu'il avait de lui-même et de son autorité pastorale, faisait de Mr. Collins un mélange singulier de servilité et d'importance, d'orgueil et d'obséquiosité. À présent qu'il se trouvait en possession d'une maison agréable et d'un revenu suffisant, il songeait à se marier. Ce rêve n'était pas étranger à son désir de se réconcilier avec sa famille, car il avait l'intention de choisir une de ses jeunes cousines, si elles étaient aussi jolies et agréables qu'on le disait communément. C'était là le plan qu'il avait formé pour les dédommager du tort qu'il leur ferait en héritant à leur place de la propriété de leur père. Il le jugeait excellent. N'était-il pas convenable et avantageux pour les Bennet, en même temps que très généreux et désintéressé de sa part? La vue de ses cousines ne changea rien à ses intentions. Le charmant visage de Jane, ainsi que sa qualité d'aînée, fixa son choix le premier soir, mais, le lendemain matin, il lui fallut modifier ses projets. Dans un bref entretien qu'il eut avant le déjeuner avec Mrs. Bennet, il lui laissa entrevoir ses espérances, à quoi celle-ci répondit avec force sourires et mines encourageantes qu'elle ne pouvait rien affirmer au sujet de ses plus jeunes filles, mais que l'aînée, c'était son devoir de l'en prévenir, serait sans doute fiancée d'ici peu. Mr. Collins n'avait plus qu'à passer de Jane à Elizabeth. C'est ce qu'il fit pendant que Mrs. Bennet tisonnait le feu. Elizabeth, qui par l'âge et la beauté venait immédiatement après Jane, était toute désignée pour lui succéder. Cette confidence remplit de joie Mrs. Bennet, qui voyait déjà deux de ses filles établies, et de ce fait, l'homme dont la veille encore le nom seul lui était odieux, se trouva promu très haut dans ses bonnes grâces. Lydia n'oubliait point son projet de se rendre à Meryton. Ses sœurs, à l'exception de Mary, acceptèrent de l'accompagner, et Mr. Bennet, désireux de se débarrasser de son cousin qui depuis le déjeuner s'était installé dans sa bibliothèque, où il l'entretenait sans répit de son presbytère et de son jardin, le pressa vivement d'escorter ses filles, ce qu'il accepta sans se faire prier. Mr. Collins passa le temps du trajet à émettre solennellement des banalités auxquelles ses cousines acquiesçaient poliment. Mais, sitôt entrées dans la ville, les deux plus jeunes cessèrent de lui prêter le moindre intérêt. Elles fouillaient les rues du regard dans l'espoir d'y découvrir un uniforme, et il ne fallait rien de moins qu'une robe nouvelle ou un élégant chapeau à une devanture pour les distraire de leurs recherches. Bientôt l'attention des demoiselles Bennet fut attirée par un inconnu jeune et d'allure distinguée, qui se promenait de long en large avec un officier de l'autre côté de la rue. L'officier était ce même Mr. Denny, dont le retour préoccupait si fort Lydia, et il les salua au passage. Toutes se demandaient quel pouvait être cet étranger dont la physionomie les avait frappées. Kitty et Lydia, bien décidées à l'apprendre, traversèrent la rue sous prétexte de faire un achat dans un magasin, et elles arrivèrent sur le trottoir opposé pour se trouver face à face avec les deux hommes qui revenaient sur leurs pas. Mr. Denny leur demanda la permission de leur présenter son ami, Mr. Wickham, qui était arrivé de Londres avec lui la veille et venait de prendre un brevet d'officier dans son régiment. Voilà qui était parfait. L'uniforme seul manquait à ce jeune homme pour le rendre tout à fait séduisant. Extérieurement, tout était en sa faveur. Silhouette élégante, belle prestance, manières aimables. Aussitôt présenté, il engagea la conversation avec un empressement qui n'excluait ni la correction ni la simplicité. La conversation allait son train lorsque Mr. Bingley et Mr. Darcy apparurent à cheval au bout de la rue. En distinguant les jeunes filles dans le groupe, ils vinrent jusqu'à elles pour leur présenter leurs hommages. Ce fut Bingley qui parla surtout, et, s'adressant particulièrement à Jane, dit qu'il était en route pour Longbourn, où il se proposait d'aller prendre des nouvelles de sa santé. Mr. Darcy, confirmé par un signe de tête lorsque ses yeux tombèrent sur l'étranger, et leurs regards se croisèrent.
Élisabeth, qui les regardait à cet instant, fut satisfaite de l'effet produit par cette rencontre. Tous deux changèrent de couleur. L'un pâlit, l'autre rougit. Mr. Wickham, au bout d'un instant, toucha son chapeau, et Mr. Darcy daigna à peine lui rendre ce salut. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Il était difficile de le deviner, difficile aussi de ne pas désirer l'apprendre. Une minute plus tard, Mr. Bingley, qui semblait ne s'être aperçu de rien, prit congé et poursuivit sa route avec son ami. Mr. Denny et Mr. Wickham accompagnèrent les demoiselles Bennet jusqu'à la maison de leur oncle. Mais là, ils les quittèrent en dépit des efforts de Lydia pour les décider à rentrer, et malgré l'invitation de Mr. Phillips elle-même qui, surgissant à la fenêtre de son salon, de Mrs. Phillips, pardon, elle-même, qui, surgissant à la fenêtre de son salon, appuya bruyamment les instances de sa nièce. Mrs. Phillips accueillit Mr. Collins avec une grande cordialité. Il y répondit par de longs discours pour s'excuser de l'indiscrétion qu'il commettait en osant venir chez elle sans lui avoir été préalablement présenté. Sa parenté avec ces demoiselles Bennet justifiait un peu, pensait-il, cette incorrection. Mrs. Phillips était émerveillée d'un tel excès de politesse, mais elle fut vite distraite par les questions impétueuses de ses nièces sur l'étranger qu'elle venait de rencontrer. Elle ne put, du reste, leur apprendre que ce qu'elle savait déjà, que Mr. Denny avait ramené ce jeune homme de Londres, et qu'il allait recevoir un brevet de lieutenant. Cependant, quelques officiers devant dîner chez les Phillips le lendemain, la tante promit d'envoyer son mari inviter Mr. Wickham à condition que la famille de Longbourn vînt passer la soirée. Mrs. Phillips annonçait une bonne partie de loto, joyeuse et bruyante, suivie d'un petit souper chaud. La perspective de tels délices mit tout le monde en belle humeur, et l'on se sépara gaiement de part et d'autre. Mr. Collins répéta ses excuses en quittant les Phillips et reçut une fois de plus l'aimable assurance qu'elles étaient parfaitement inutiles. De retour à Longbourn, il fit grand plaisir à Mrs. Bennet en louant la politesse et les bonnes manières de Mrs. Phillips. À l'exception de Lady Catherine et de sa fille, jamais il n'avait rencontré de femme plus distinguée. Non contente de l'avoir accueillie avec une parfaite bonne grâce, elle l'avait compris dans son invitation pour le lendemain, lui dont elle venait à peine de faire la connaissance. Sans doute sa parenté avec les Bennet y était pour quelque chose, mais tout de même, il n'avait jamais rencontré une telle amabilité dans tout le cours de son existence. Chapitre 16. Aucune objection n'ayant été faite à la partie projetée, la voiture emporta le lendemain soir à Meryton Mr. Collins et ses 5 cousines. En entrant au salon, ces demoiselles eurent le plaisir d'apprendre que Mr. Wickham avait accepté l'invitation de leur oncle et qu'il était déjà dans la maison. Cette nouvelle donnée, tout le monde s'assit, et Mr. Collins put regarder et louer à son aise ce qui l'entourait. Frappé par les dimensions et le mobilier de la pièce, il déclara qu'il aurait presque pu se croire dans la petite salle où l'on prenait le déjeuner du matin à Rosings. Cette comparaison ne produisit pas d'abord tout l'effet qu'il en attendait, mais quand il expliqua ce que c'était que Rosings, qu'elle en était la propriétaire et comment la cheminée d'un des salons avait coûté 800 livres à elle seule, Mrs. Phillips comprit l'honneur qui lui était fait et aurait pu entendre comparer son salon à la chambre de la femme de charge sans en être trop froissée. Mr. Collins s'étendit sur l'importance de Lady Catherine et de son château en ajoutant quelques digressions sur son modeste presbytère et les améliorations qu'il tâchait d'y apporter, et il ne tarit pas jusqu'à l'arrivée des messieurs. Mrs. Phillips l'écoutait avec une considération croissante. Quant aux jeunes filles, qui ne s'intéressaient pas au récit de leur cousin, elles trouvèrent l'attente un peu longue, et ce fut avec plaisir qu'elles virent enfin les messieurs faire leur entrée dans le salon. En voyant paraître Mr. Wickham, Élisabeth pensa que l'admiration qu'il lui avait inspirée à leur première rencontre n'avait rien d'exagéré. Les officiers du régiment de Meryton étaient pour la plupart des gens de bonne famille, et les plus distingués d'entre eux étaient présents ce soir-là. Mais Mr. Wickham ne leur était pas moins supérieur par l'élégance de sa personne et de ses manières qu'ils ne l'étaient eux-mêmes au gros-oncle Phillips qui entrait à leur suite en répandant une forte odeur de Porto. Vers Mr. Wickham, heureux mortel, convergeaient presque tous les regards féminins. Élisabeth fut l'heureuse élue auprès de laquelle il vint s'asseoir, et la manière aisée avec laquelle il entama la conversation, bien qu'il ne fût question que de l'humidité de la soirée et de la prévision d'une saison pluvieuse, lui fit sentir aussitôt que le sujet le plus banal et le plus dénué d'intérêt peut être rendu attrayant par la finesse et le charme de l'interlocuteur. Avec des concurrents aussi sérieux que Mr. Wickham et les officiers, Mr. Collins parut sombrer dans l'insignifiance. Aux yeux des jeunes filles, il ne comptait certainement plus, mais par intervalles,
Il trouvait encore un auditeur bénévole dans la personne de Mrs. Phillips, et grâce à ses bons soins, fut abondamment pourvu de café et de muffins. Il put à son tour faire plaisir à son hôtesse en prenant place à la table de whist. Je suis encore un joueur médiocre, dit-il, mais je serais heureux de me perfectionner. Un homme dans ma situation. Mais Mrs. Phillips, tout en lui sachant gré de sa complaisance, ne prit pas le temps d'écouter ses raisons. Mr. Wickham, qui ne jouait point au whist, fut accueilli avec joie à l'autre table où il prit place entre Élisabeth et Lydia. Tout d'abord, on put craindre que Lydia ne l'accaparât par son bavardage, mais elle aimait beaucoup les cartes, et son attention fut bientôt absorbée par les paris et les enjeux. Tout en suivant la partie, Mr. Wickham eut donc tout le loisir de causer avec Élisabeth. Celle-ci était toute disposée à l'écouter, bien qu'elle ne pût espérer apprendre ce qui l'intéressait le plus, à savoir quelles étaient ses relations avec Mr. Darcy. Elle n'osait même pas nommer ce dernier. Sa curiosité se trouva cependant très inopinément satisfaite, car Mr. Wickham aborda lui-même le sujet. Il s'informa de la distance qui séparait Netherfield de Meryton, et sur la réponse d'Élisabeth demanda avec une légère hésitation depuis quand y séjournait Mr. Darcy. « Depuis 1 mois environ, dit-elle. Et pour ne pas quitter ce sujet, elle ajouta « J'ai entendu dire qu'il y avait de grandes propriétés dans le Derbyshire. » « En effet, répondit Wickham, son domaine est splendide et d'un rapport net de 10 000 livres. Personne ne peut vous renseigner mieux que moi sur ce chapitre, car depuis mon enfance, je connais de fort près la famille de Mr. Darcy. » Élisabeth ne put retenir un mouvement de surprise. « Je comprends votre étonnement, Miss Bennet, si, comme il est probable, vous avez remarqué la froideur de notre rencontre d'hier. Connaissez-vous beaucoup Mr. Darcy ? » « Très suffisamment pour mon goût, dit Élisabeth avec vivacité. J'ai passé 4 jours avec lui dans une maison amie, et je le trouve franchement antipathique. Je n'ai pas le droit de vous donner mon opinion sur ce point, dit Wickham. Je connais Mr. Darcy trop bien, et depuis trop longtemps pour le juger avec impartialité. Cependant, je crois que votre sentiment serait en général accueilli avec surprise. Du reste, hors d'ici où vous êtes dans votre famille, vous ne l'exprimeriez peut-être pas aussi énergiquement. Je vous assure que je ne parlerai pas autrement dans n'importe quelle maison du voisinage, sauf à Netherfield. Personne ici ne vous dira du bien de Mr. Darcy. Son orgueil a rebuté tout le monde. Je ne prétends pas être affligé de voir qu'il n'est pas estimé au-delà de ses mérites, dit Wickham après un court silence. Mais je crois que pareille chose ne lui arrive pas souvent. Les gens sont généralement aveuglés par sa fortune, par son rang, ou bien intimidés par la hauteur de ses manières, et le voient tel qu'il désire être vu. D'après le peu que je connais de lui, il me semble avoir assez mauvais caractère. Wickham hocha la tête sans répondre. Je me demande, reprit-il au bout d'un instant, s'il va rester encore longtemps ici. Il m'est impossible de vous renseigner là-dessus, mais il n'était pas question de son départ lorsque j'étais à Netherfield. J'espère que vos projets en faveur de votre garnison ne se trouveront pas modifiés du fait de sa présence dans la région. Pour cela, non. Ce n'est point à moi à fuir devant Mr. Darcy. S'il ne veut pas me voir, il n'a qu'à s'en aller. Nous ne sommes pas en bons termes, c'est vrai, et chaque rencontre avec lui m'est pénible, mais, je puis le dire très haut, je n'ai pas d'autre raison de l'éviter que le souvenir de mauvais procédés à mon égard, et le profond regret de voir ce qu'il est devenu. Son père, Miss Bennet, le défunt Mr. Darcy, était le meilleur homme de l'univers, et l'ami le plus sincère que j'ai jamais eu. Je ne puis me trouver en présence de son fils sans être ému jusqu'à l'âme par 1000 souvenirs attendrissants. Mr. Darcy s'est conduit envers moi d'une manière scandaleuse, cependant je crois que je pourrais tout lui pardonner. Tout, sauf d'avoir trompé les espérances et manqué à la mémoire de son père. Élisabeth, de plus en plus intéressée, ne perdait pas une seule de ses paroles, mais le sujet était trop délicat pour lui permettre de poser la moindre question. Mr. Wickham revint à des propos d'un intérêt plus général. Meryton, les environs, la société. De celle-ci surtout, il paraissait enchanté, et le disait dans les termes les plus galants. C'est la perspective de ce milieu agréable qui m'a poussé à choisir ce régiment. Je le connaissais déjà de réputation, et mon ami Denis a achevé de me décider en me vantant les charmes de sa nouvelle garnison et des agréables relations qu'on pouvait y faire. J'avoue que la société m'est nécessaire, et j'ai eu de grands chagrins. Je ne puis supporter la solitude. Il me faut de l'occupation et de la compagnie. L'armée n'était pas ma vocation, les circonstances seules m'y ont poussé. Je devais entrer dans les ordres, c'est dans ce but que j'avais été élevé, et je serais actuellement en possession d'une très belle cure si tel avait été le bon plaisir de celui dont nous parlions tout à l'heure. Vraiment ? Oui, le défunt Mr. Darcy m'avait désigné pour la prochaine vacance du meilleur bénéfice de son domaine.
J'étais son filleul, et il me témoignait une grande affection. Jamais je ne pourrais trop louer sa bonté. Il pensait avoir de cette façon assuré mon avenir. Mais quand la vacance Mais quand la vacance se produisit, ce fut un autre qui obtint le bénéfice. Grand Dieu, est-ce possible? S'écria Élisabeth. Comment a-t-on pu faire aussi peu de cas de ces dernières volontés? Pourquoi n'avez-vous pas eu recours à la justice? Il y avait par malheur dans le testament un vice de forme qui rendait stérile tout recours. Un homme loyal n'aurait jamais mis en doute l'intention du donateur. Il a plu à Mr. Darcy de le faire, et de considérer cette recommandation comme une apostille conditionnelle, en affirmant que j'y avais perdu tout droit par mes imprudences, mes extravagances, tout ce que vous voudrez. Ce qu'il y a de certain, c'est que le bénéfice est devenu vacant il y a 2 ans exactement, lorsque j'étais en âge d'y aspirer, et qu'il a été donné à un autre. Et il n'est pas moins sûr que je n'avais rien fait pour mériter d'en être dépossédé. Je suis d'une humeur assez vive, et j'ai pu dire avec trop de liberté à Mr. Darcy ce que je pensais de lui, mais la vérité c'est que nos caractères sont radicalement opposés, et qu'il me déteste. C'est honteux. Il mériterait qu'on lui dise son fait publiquement. Ceci lui arrivera sans doute un jour ou l'autre, mais ce n'est point moi qui le ferai. Il faudrait d'abord que je puisse oublier tout ce que je dois à son père. De tels sentiments redoublèrent l'estime d'Élisabeth, et celui qui les exprimait ne lui en sembla que plus séduisant. Mais, reprit-elle après un silence, quels motifs ont donc pu le pousser et le déterminer à si mal agir? Une antipathie profonde et tenace à mon égard, une antipathie que je suis forcé, en quelque mesure, d'attribuer à la jalousie. Si le père avait eu moins d'affection pour moi, le fils m'aurait sans doute mieux supporté. Mais l'amitié vraiment peu commune que son père me témoignait l'a, je crois, toujours irrité. Il n'était point homme à accepter l'espèce de rivalité qui nous divisait et la préférence qui m'était souvent manifestée. Je n'aurais jamais cru Mr. Darcy aussi vindicatif. Tout en n'éprouvant aucune sympathie pour lui, je ne le jugeais pas aussi mal. Je le supposais bien rempli de dédain pour ses semblables, mais je ne le croyais pas capable de s'abaisser à une telle vengeance, de montrer tant d'injustice et d'inhumanité. Elle reprit après quelques minutes de réflexion. Je me souviens cependant qu'un jour, à Netherfield, il s'est vanté d'être implacable dans ses ressentiments et de ne jamais pardonner. Quel triste caractère! Je n'ose m'aventurer sur ce sujet, répliqua Wickham. Il me serait trop difficile d'être juste à son égard. De nouveau, Élisabeth resta un moment silencieuse et pensive, puis elle s'exclama. Traiter ainsi le filleul, l'ami, le favori de son père. Elle aurait pu ajouter un jeune homme aussi sympathique. Elle se contenta de dire et de plus, un ami d'enfance. Ne m'avez-vous pas dit que vous aviez été élevés ensemble? Nous sommes nés dans la même paroisse, dans l'enceinte du même parc. Nous avons passé ensemble la plus grande partie de notre jeunesse, partageant les mêmes jeux, entourés des mêmes soins paternels. Mon père, à ses débuts, avait exercé la profession où votre oncle Phillips semble si bien réussir. Mais il l'abandonna pour rendre service au défunt Mr. Darcy, et consacrer tout son temps à diriger le domaine de Pemberley. Mr. Darcy avait pour lui une haute estime, et le traitait en confident et en ami. Il a souvent reconnu tous les avantages que lui avait valu l'active gestion de mon père. Peu de temps avant sa mort, il lui fit la promesse de se charger de mon avenir, et je suis convaincu que ce fut autant pour acquitter une dette de reconnaissance envers mon père que par affection pour moi. « Que cela est extraordinaire !» s'écria Élisabeth. « Je m'étonne que la fierté de Mr. Darcy ne l'ait pas poussé à se montrer plus juste envers vous, que l'orgueil, à défaut d'un autre motif, ne l'ait pas empêché de se conduire malhonnêtement. Car c'est une véritable malhonnêteté dont il s'agit là. »« Oui, c'est étrange, » répondit Wickham, car l'orgueil, en effet, inspire la plupart de ses actions, et c'est ce sentiment, plus que tous les autres, qui le rapproche de la vertu. Mais nous ne sommes jamais conséquents avec nous-mêmes, et dans sa conduite à mon égard, il a cédé à des impulsions plus fortes encore que son orgueil. Pensez-vous qu'un orgueil aussi détestable puisse jamais le porter à bien agir? Certainement. C'est par orgueil qu'il est libéral, généreux, hospitalier, qu'il assiste ses fermiers et secourt les pauvres. L'orgueil familial et filial, car il a le culte de son père, est la cause de cette conduite. La volonté de ne pas laisser se perdre les vertus traditionnelles et l'influence de sa maison à Pemberley est le mobile de tous ses actes. L'orgueil fraternel, renforcé d'un peu d'affection, fait de lui un tuteur plein de bonté et de sollicitude pour sa sœur, et vous l'entendrez généralement être vanté comme le frère le meilleur et le plus dévoué. Quelle sorte de personne est Miss Darcy? Wickham hocha la tête. Je voudrais vous dire qu'elle est aimable. Il m'est pénible de critiquer une Darcy, mais vraiment elle ressemble trop à son frère. C'est la même excessive fierté.
Enfant, elle était gentille et affectueuse, et me témoignait beaucoup d'amitié. J'ai passé des heures nombreuses à l'amuser, mais aujourd'hui, je ne suis plus rien pour elle. C'est une belle fille de 15 ou 16 ans, très instruite, m'a-t-on dit. Depuis la mort de son père, elle vit à Londres avec une institutrice qui dirige son éducation. Élisabeth, à diverses reprises, essaya d'aborder d'autres sujets, mais elle ne put s'empêcher de revenir au premier. Je suis étonnée, dit-elle, de l'intimité de Mr. Darcy avec Mr. Bingley. Comment Mr. Bingley, qui semble la bonne humeur et l'amabilité personnifiée, a-t-il pu faire son ami d'un tel homme? Comment peuvent-ils s'entendre? Connaissez-vous Mr. Bingley? Nullement. C'est un homme charmant. Il ne connaît sûrement pas Mr. Darcy pour son vrai jour. C'est probable, mais Mr. Darcy peut plaire quand il le désire. Il ne manque pas de charme ni de talent. C'est un fort agréable causeur quand il veut s'en donner la peine. Avec ses égaux, il peut se montrer extrêmement différent de ce qu'il est avec ses inférieurs. Sa fierté ne l'abandonne jamais complètement, mais dans la haute société, il sait se montrer large d'idées, juste, sincère, raisonnable, estimable, et peut-être même séduisant, en faisant la juste part due à sa fortune et à son extérieur. La partie de whist avait pris fin. Les joueurs se groupèrent autour de l'autre table et Mr. Collins s'assit entre Elizabeth et Mrs. Phillips. Cette dernière lui demanda si la chance l'avait favorisé. Non. Il avait continuellement perdu, et comme elle lui en témoignait son regret, il s'assura avec gravité que la chose était sans importance. Il n'attachait à l'argent aucune valeur, et il la priait de ne pas s'en affecter. Je sais très bien, madame, que lorsqu'on s'assied à une table de jeu, l'on doit s'en remettre au hasard, et mes moyens, c'est heureux, me permettent de perdre 5 shillings. Beaucoup sans doute ne peuvent en dire autant, mais, grâce à Lady Catherine de Bourgh, je puis regarder avec indifférence de pareils détails. Ces mots attirèrent l'attention de Mr. Wickham, et après avoir considéré Mr. Collins un instant, il demanda tout bas à Elizabeth si son cousin était très intime avec la famille de Bourgh. Lady Catherine lui a fait donner récemment la cure de Hunsford, répondit-elle. Je ne sais pas du tout comment Mr. Collins a été présenté à cette dame, mais je suis certaine qu'il ne la connaît pas depuis longtemps. Vous savez sans doute que Lady Catherine de Bourgh et Lady Anne Darcy étaient sœurs, et que par conséquent, Lady Catherine est la tante de Mr. Darcy. Non, vraiment. J'ignore toute la parenté de Lady Catherine. J'ai entendu parler d'elle avant-hier pour la première fois. Sa fille, Miss de Bourgh, est l'héritière d'une énorme fortune, et l'on croit généralement qu'elle et son cousin réuniront les deux domaines. Cette information fit sourire Elizabeth qui pensa à la pauvre Miss Bingley. À quoi serviraient tous ces soins, l'amitié qu'elle affichait pour la sœur, l'admiration qu'elle montrait pour le frère, si celui-ci était déjà promis à une autre? Mr. Collins, remarqua-t-elle, dit beaucoup de bien de Lady Catherine et de sa fille. Mais, d'après certains détails qu'il nous a donnés sur sa grâce, je le soupçonne de se laisser aveugler par la reconnaissance, et sa protectrice me fait l'effet d'être une personne hautaine et arrogante. Je crois, répondit Wickham, qu'elle mérite largement ces deux qualificatifs. Je ne l'ai pas revue depuis des années, mais je me rappelle que ses manières avaient quelque chose de tyrannique et d'insolent qui ne m'a jamais plu. On vante la fermeté de son jugement, mais je crois qu'elle doit cette réputation pour une part à son rang et à sa fortune, pour une autre à ses manières autoritaires, et pour le reste à la fierté de son neveu qui a décidé que tous les membres de sa famille étaient des êtres supérieurs. Élisabeth convint que c'était assez vraisemblable, et la conversation continua de la sorte jusqu'à l'annonce du souper, qui, en interrompant la partie de cartes, rendit aux autres dames leur part des attentions de Mr. Wickham. Toute conversation était devenue impossible dans le brouhaha du souper de Mrs. Phillips, mais Mr. Wickham se rendit agréable à tout le monde. Tout ce qu'il disait était si bien exprimé, et tout ce qu'il faisait était fait avec grâce. Élisabeth partit l'esprit rempli de Mr. Wickham. Pendant le trajet du retour, elle ne pensa qu'à lui et à tout ce qu'il lui avait raconté. Mais elle ne put même pas mentionner son nom, car ni Lydia ni Mr. Collins ne cessèrent de parler une seconde. Lydia bavardait sur la partie de cartes, sur les fiches qu'elle avait gagnées et celles qu'elle avait perdues, et Mr. Collins avait tant à dire de l'hospitalité de Mr. et Mrs. Phillips, de son indifférence pour ses pertes au jeu, du menu du souper, de la crainte qu'il avait d'être de trop dans la voiture, qu'il n'avait pas terminé lorsqu'on arriva à Longbourn. Et c'est la fin du chapitre 16. Ce sera donc également la fin de la lecture pour ce soir. Nous passons à l'outro du live, les amis. Ok. C'est vraiment cool
Je commence vraiment à entrer dans l'histoire, je commence vraiment à apprécier le ton général, etc. Je trouve ça très intéressant. Euh, Là, il y a eu des nouveaux personnages aussi, encore une fois, avec des personnalités un peu différentes et qui viennent compléter le tableau. J'ai envie de dire que c'est des personnalités qu'on a l'habitude de voir dans des œuvres de fiction, mais en même temps, je trouve ça, en général, c'est pas pour rien qu'il y a des personnages un peu stéréotypés aussi, ça dit quelque chose. Et puis, dans une certaine mesure, je trouve que ce sont des personnalités qu'on peut retrouver aussi dans la vraie vie. Et si on part du principe que Jane Austen essaie de se moquer d'une certaine société, entre guillemets, d'en faire une sorte de parodie, euh, eh bien, c'est assez réussi, je pense. Mais c'est très intéressant parce que Mr. Collins, il vient ajouter complètement autre chose aussi en termes de personnalité. Euh, Cette espèce d'ambivalence où à la fois il a l'air de toujours s'excuser d'être là et à la fois il veut se rendre à tout prix intéressant et en fait ouais c'est ça. Non en fait c'est pas une ambivalence. Peut-être que lui se pense plein de confiance, je sais pas trop, mais en fait il donne vraiment l'impression de pas avoir confiance en lui du tout. Donc c'est hyper intéressant aussi d'avoir ce stéréotype là. Et surtout Mr. Wickham, je l'avais pas vu venir comme perso et c'est pas mal. Un personnage beaucoup plus calme, beaucoup plus analytique, euh, qui a voilà une sorte de recul comme ça sur la situation, sur les personnes, qui vient alimenter un peu les ressentiments, les ragots, les sentiments tout court d'Elisabeth pour Mr. Darcy. C'est intéressant, c'est très intéressant. D'autant que du coup, là on se dit que Elisabeth et Wickham ont facilement sympathisé, etc. Mais je pense qu'on va avoir peut-être, je sais pas, hein, c'est ma théorie, mais je pense qu'on va avoir le classique triangle amoureux. Et ce classique, Elisabeth et Wickham sont faits pour s'entendre, sont faits pour être ensemble, entre guillemets. Sauf que, peut-être qu'à un moment, soit elle va apprendre un truc sur Wickham qui va faire qu'en fait il est pas si lisse que ça, soit au contraire, elle va avoir cette prise de conscience de Wickham il est trop lisse, Darcy il a des défauts, mais en fait c'est lui que j'apprécie et c'est pas l'autre. Donc je me dis qu'il va y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ou bien peut-être même se rendre compte que Darcy il a des raisons pour être comme ça, entre guillemets. C'est un peu le schéma qu'on voit souvent dans les œuvres, j'ai l'impression. Et du coup, je trouve ça intéressant parce qu'encore une fois, si Jane Austen présente tout ça d'une manière un peu humoristique, un peu ridicule, ça peut être très intéressant. Et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'elle s'en cache pas, que ce soit dans la narration, mais même dans les discours de certains personnages, il y a très souvent le mot ridicule. Et il y a très souvent cette idée de oh là là, mais regardez la galerie de personnages que je vous montre, ils sont vraiment ridicules, quoi. Donc je trouve ça vraiment marrant, cette façon qu'a Jane Austen de nous faire entrer dans une histoire de cet acabit, mais à la fois avec une sorte de recul sur cet univers. Grave intéressant. Et ça me fait penser aussi au passage entre le père Bennett et Elisabeth que j'ai trouvé cool. Pareil, c'est un truc qu'on voit, c'est un peu un poncif des relations. Mais en même temps, je trouve ça bien vu, puisque voilà, je pense que Jane Austen, elle se place un peu dans, quelque part dans l'analyse des relations humaines, un truc comme ça. Et je trouve ça très bien vu. Ce, donc, Mr. Bennett, ce père qui discute avec Mr. Collins, qui s'amuse un peu de lui, euh, voilà, en lui disant des choses ridicules, et l'autre qui le prend sérieusement et qui répond sérieusement. Et ça fait juste confirmer pour lui qu'il est ridicule. Et donc voilà, le perso qui s'en amuse et qui a la complicité avec Elisabeth, avec sa fille, d'un regard comprendre qu'ils pensent tous les deux la même chose et qui sont tous les deux en train de manière complice, de se moquer un petit peu de la personne, en l'occurrence de Mr. Collins. Donc ouais, c'était vraiment marrant, j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. Sur ce les amis, je vais mettre fin à ce live parce qu'il commence à durer un petit peu et parce que tout simplement je meurs de chaud. Donc voilà, je pense qu'on est bon.
Je vous reviens mardi cette fois-ci. Euh, Comme je le disais en début de live, j'envisage de faire 3 lives par semaine, mais j'attends déjà de reprendre un peu un rythme de croisière, etc. Donc pour le moment, on va se cantonner au mardi et au vendredi. De toute manière, je vous mets les programmes des lives tous les lundis sur mes réseaux, si vous voulez être tenu au courant hebdomadairement. Donc voilà, a priori, ça devrait être mardi 21h pour la suite. Et sinon, si vous voulez qu'on se retrouve, il y a moyen qu'on se croise dimanche, puisque je vais essayer de relancer les veillées dimanche. Je pense que ça sera pour ce dimanche. Donc voilà, sur Discord, on peut discuter, on peut jouer à des jeux, etc., 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 de 21h à minuit. Euh, et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Cette fois-ci, on est bon. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Merci à tous ceux qui sont passés. À la prochaine pour une prochaine lecture. Et bye bye!